L'histoire commence alors qu'un homme se vide de son sang. Il lutte pour respirer. Il repense au chemin parcouru par tous. Un torrent de faisceaux laser cramoisis s'abat sur le champ de bataille. Il s'accroche désespérément à un fragile brin d'espoir que peut-être, juste peut-être, ils pourront vaincre cet ennemi. Mais en un éclair, une immense lame d'énergie le transperce la poitrine. Il se fige complètement. Il lui faut une seconde cruciale pour réaliser qu'un trou béant a maintenant été déchiré à travers son corps. Il tombe lourdement à genoux. Et ce n'est qu'alors que la réalité de la situation le frappe. C'est un coup absolument fatal. Il s'effondre, face contre terre, dans la poussière déchirée par la guerre. Une dernière pensée se cristallise dans son esprit défaillant. Il pense qu'il va mourir ici, sans avoir pu faire quoi que ce soit. Ses yeux flous fixent devant eux, fixés sur un seul point. Il observe la créature humanoïde volante, l'ennemi juré de l'humanité, connu sous le nom de liquidateur. Il y a longtemps, cette menace inconnue est soudainement apparue et a complètement détruit tout un continent. Dans ce monde, un groupe spécial a été formé pour protéger l'humanité de ces monstres. Le premier membre était un homme devenu célèbre car il avait survécu à une météorite géante sans une égratignure, armé de rien d'autre qu'un bouclier. En raison de cet incroyable exploit, les gens l'appelaient le bouclier protecteur du monde, Brian Miller. Il y avait aussi une puissante sage dont on disait qu'elle possédait une puissance égale à celle d'une division militaire entière. C'est la grande sage, Bella Albright. En plus d'eux, il y a un archer légendaire qui a abattu un dragon de haut niveau d'un seul coup. Son nom est Jacob Bloomfield, l'archer divin. Et puis il y a la plus forte épéiste à avoir jamais existé, la sainte de l'épée, Amy White. Et puis il y avait les autres. Un groupe désigné comme l'unité de soutien. Des cadavres de cette unité étaient déjà éparpillés dans la zone. L'homme au seuil de la mort est un membre de cette unité, le fantassin, Grey, qui pense qu'ils ne sont rien de plus que des pions sacrificiels. Il regarde les héros d'élite se battre et pense qu'ils sont vraiment d'un autre niveau. Il savait que les diplômés de l'Académie de l'Union mondiale étaient incroyables. Il ne s'attendait juste pas à ce que l'écart de leur puissance soit aussi incroyablement grand. Ces élites déchaînent un éventail éblouissant d'attaques qui frappent le liquidateur. Grey se sent inutile, se demandant si la présence des unités de soutien a la moindre importance. Amy continue d'affronter directement le liquidateur au combat. Elle tente de poignarder son adversaire dans une succession de mouvements d'une rapidité impossible. Grey serre les dents, être témoin de cet écart de puissance colossale, même après que toutes les unités de soutien se soient entraînées si durement, est une douleur si intense qu'elle lui arrache des larmes. Le liquidateur esquive habilement chaque lame jusqu'à ce qu'un unique tranchant d'épée le frôle enfin. Il est sincèrement impressionné qu'Amy ait réussi à le blesser, alors il devient sérieux. Il déclenche une unique frappe d'une rapidité fulgurante. Cette unique attaque tranche habilement les corps de tous les héros d'élite en deux. Ils s'effondrent tous au sol, le sang jaillissant de leur torse sectionné. Les yeux de Grey s'écarquillent, sous le choc le plus total. Le liquidateur révèle enfin sa véritable puissance après avoir cessé de jouer. Grey n'arrive pas à croire que l'ennemi les ait tous anéantis en un seul coup. Il réalise maintenant qu'il ne faisait que jouer avec eux jusqu'à présent. Il lui est douloureux d'admettre qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il puisse gagner ce combat. Il gît là, dans sa propre mare de sang qui s'étend, mais il est étrangement toujours conscient. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que son cœur a été transpercé, c'est donc un mystère complet pour lui qu'il soit encore en vie. Alors que son sang goutte sur le sol, une voix lui parvient. La voix lui annonce qu'elle l'a enfin trouvé. L'espace devant lui scintille comme une faible lumière. Finalement, un portail tourbillonnant se matérialise entièrement. Un message est transmis à Grey, l'appelant à s'avancer car il détient un grand pouvoir. Grey se réveille en sursaut. En observant son nouvel environnement, il voit qu'il se trouve dans un endroit sombre rempli de plusieurs grandes structures de pierre, alors il demande à voix haute où il est. Cela lui fait penser que ce pourrait être l'au-delà, bien que l'endroit semble étonnamment désert. Outre l'architecture étrange, il remarque également quelqu'un assis sur un trône gigantesque. Cette personne donne l'impression d'un dieu avec ses vêtements noirs flottants, un casque en forme de corne, un voile couvrant son front et une étrange marque dorée sur sa poitrine. Il a une expression calme et stoïque. La mystérieuse créature lui parle enfin, déclarant qu'il n'a pas péri. Il l'informe ensuite que ses blessures physiques ont déjà été soignées. Cela fait naître une nouvelle pensée dans l'esprit de Grey. Il demande à l'être si c'est lui qui l'a guéri. La figure répond que ce n'était pas lui, mais le propre pouvoir de Grey. Cette réponse ne fait que rendre Grey plus confus. La mystérieuse créature explique qu'elle ne peut pas le lui expliquer, car elle est également incapable d'analyser correctement le pouvoir de Grey. Mais la créature lui garantit que son pouvoir est bien plus fort que celui que possède le liquidateur. On lui dit que c'est vrai seulement s'il peut le contrôler correctement. Grey lui demande si cela signifie qu'ils peuvent réellement gagner la bataille.
La figure répond qu'elle ne sait pas et qu'il ne devrait pas avoir de grands espoirs. Mais elle croit aussi qu'il devrait se débarrasser du liquidateur. C'est pourquoi elle explique qu'elle le renverra. L'être fait un geste et repousse Gray. Gray se sent être envoyé à travers un portail chatoyant pour qu'il puisse retourner. Ensuite, une lumière bleue éclatante l'enveloppe complètement. L'énergie bleue pulse autour de la poitrine de Gray. La voix déclare qu'elle lui prêtera son pouvoir. Finalement, Gray se réveille. Son corps est étendu là où il est tombé sur le sol ensanglanté. Il saisit son épée à proximité. Une étrange énergie sombre commence à se former autour de la lame. On lui dit, depuis le portail persistant, que c'est, en fait, son propre pouvoir. La mystérieuse créature lui dit que son pouvoir n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu. Gray comprend ce que cela signifie. Le liquidateur le remarque alors. Sans aucune hésitation, Gray frappe férocement le liquidateur. Il voit le visage déterminé de Gray. Il n'arrive pas à croire qu'il restait encore une personne forte. Une profonde égratignure marque maintenant sa poitrine. Gray réalise que son attaque a effectivement causé des dégâts. Il s'apprête à charger de nouveau. Il se sent suffisamment confiant pour dire que son pouvoir est plus fort que celui de ses ennemis. Mais le liquidateur lui conseille de ne pas le sous-estimer. Ce que Gray ressent ensuite est un choc pur et simple. Il lui faut un instant pour assimiler ce qui vient de se passer. Son corps entier a été instantanément coupé en deux. Seule sa moitié inférieure reste debout, le sang en jaillissant comme une immense fontaine. Le liquidateur le félicite de l'avoir poussé à utiliser toute sa puissance. De manière inattendue, une brume noire jaillit de sa partie inférieure sectionnée et engloutit la zone. De la brume, une nouvelle silhouette encapuchonnée s'élève. Elle porte un masque sur son visage. Son nouveau corps est formé d'une substance qui ressemble à une flamme noire. Elle lève une gigantesque épée noire. Le liquidateur est confus par cette transformation soudaine. Il observe la nouvelle forme de Gray chargée. La flamme noire sur le côté gauche de son nouveau visage se décolle, et en dessous, l'œil humain de Gray peut être reconnu. Le liquidateur lui demande s'il est vraiment humain. Gray se contente de le fixer d'un regard furieux. Puis il attaque à nouveau. Son épée rencontre la puissante défense du liquidateur. Il tente de percer sa garde de toutes ses forces. Le liquidateur remarque alors quelque chose de surprenant. Sa défense est complètement brisée et l'épée noire entaille profondément son corps. Il lui demande à nouveau s'il est vraiment un humain. Gray répond qu'il se posait exactement la même question. Le liquidateur fait un pas en avant. Il reconnaît que la force de Gray n'est pas une chose à prendre à la légère. Il ne peut pas croire qu'il soit encore en vie. La créature commence à respirer difficilement. Le liquidateur s'approche de lui et déclare son intention de l'écraser encore et encore jusqu'à ce qu'il soit vraiment mort, mais Gray attaque le premier. Son épée entaille le monstre, et son étrange sang jaune éclabousse l'air. Il traite l'être de monstre, mais c'est qu'il ne va pas être vaincu ici. Une lumière brillante entoure son corps alors qu'il accumule une quantité incroyable de pouvoir. Il fait un geste, et un cercle magique chatoyant apparaît dans l'air. Le liquidateur annonce que le temps est écoulé. Gray agrippe sa massive épée sombre en attendant le prochain mouvement de son ennemi. Il est soudain surpris de voir le ciel s'assombrir, mais il sait que cela n'a pas d'importance. Il apparaît en un éclair derrière son adversaire. Il pense à trancher le cou du liquidateur, mais son épée heurte une barrière protectrice. L'impact le surprend. Le liquidateur l'informe que ses efforts sont futiles, car dans ce plan de véritable crépuscule, rien n'est capable de lui nuire. Alors, il lui conseille d'arrêter sa résistance inutile et de plutôt jeter un œil aux étoiles. Les yeux de Gray s'écarquillent, une seule étoile d'une brillance impossible se reflète dans sa vision, elle devient de plus en plus grande, brillant avec une intensité écrasante dans ses yeux. Le liquidateur fait remarquer que c'est magnifique. L'étoile brûle comme un nouveau soleil et puis, soudain, elle tombe du ciel. L'impact est absolument destructeur. L'étoile filante creuse un cratère massif dans le sol, et Gray est introuvable. Le liquidateur s'attend à ce qu'il ne puisse pas revivre après avoir été complètement pulvérisé en poussière. Mais il est alors surpris lorsqu'un portail doré commence à se former dans les airs, s'étendant en un grand cercle magique. Une nouvelle voix parle, reconnaissant la grande quantité de pouvoir qui a été rassemblée. La voix s'attend à ce que cela suffise à ramener Gray. Le liquidateur reconnaît instantanément l'entité et hurle le nom de Chronos. Depuis le portail, Chronos demande à celui qui manie un grand pouvoir s'il peut l'entendre. Et puisqu'il a utilisé tout son pouvoir, il a décidé de le renvoyer dans le passé. Le liquidateur hurle et maudit Chronos. Chronos dit à Gray que c'est tout ce qu'il peut faire pour lui. Un cadran d'horloge magique apparaît et ses aiguilles commencent à reculer. Alors qu'il atteint son dernier instant, Chronos lui dit qu'il lui confie le destin du monde. Sur ce, Gray se réveille. Il se retrouve allongé sur de l'herbe douce. Il ne sait pas où il est. Il s'assied au milieu d'un champ paisible.
Le ciel est lumineux et l'herbe d'un vert éclatant. Il regarde alors à sa droite et reconnaît instantanément le paysage. C'est son village natal, Renadu. Il est perplexe car il ne devrait pas être là. Le village a été complètement détruit il y a 15 ans. Il se souvient alors des derniers mots qu'il a entendus, comment il serait renvoyé dans le passé. Il ne peut pas concevoir que cela se soit réellement produit. Il se redresse en s'appuyant sur sa main mais ressent une douleur vive. Il voit la blessure fraîche à cet endroit. Il se souvient qu'à cette époque de sa vie, il était malmené par Beldé et les autres. Cette fois, il se dit qu'il ne se laissera pas battre par des types comme eux. Mais il savait à l'époque que ces gars étaient forts et qu'il ne pouvait tout simplement pas les battre. Il soupire profondément et se dit que vaincre le liquidateur n'était qu'un rêve. Il décide qu'il réfléchira à la façon de gérer ses intimidateurs une fois qu'il sera un peu plus fort, car il ne veut pas se blesser. Mais en marchant à travers la forêt voisine, sa chance tourne. Il tombe nez à nez avec eux. Le chef du groupe est le plus grand tyran de tous, un garçon nommé Beldé. Le tyran est avec ses 2 acolytes. Il dit à Gray qu'il le cherchait et que Gray lui a causé beaucoup de problèmes en le faisant chercher. Gray reste prudent. Beldé jette une épée devant lui et lui ordonne de la ramasser. Gray a l'air perdu. À cause de cela, Beldé lui dit de ne pas faire l'idiot. Il annonce qu'il veut faire un simulacre de combat. Gray refuse immédiatement, disant que sa blessure n'a pas encore guéri. Il le remercie de l'invitation mais lui dit qu'il ne peut pas y participer tant que sa blessure n'est pas guérie. Beldé répond qu'il n'a rien à craindre, puisque la lame de l'épée est émoussée. Gray rétorque que peu importe à quel point la lame est émoussée, c'est toujours un lourd morceau de fer, et cela peut toujours blesser quelqu'un si ça le frappe au mauvais endroit. Beldé lui crie furieusement de se taire. Il lui dit qu'il n'a pas le droit de refuser, et s'il n'aime pas les épées, il peut simplement les combattre sans armes. Beldé fonce immédiatement. Gray est pris complètement au dépourvu. Il n'arrive pas à croire que ce type veuille le frapper alors qu'il est totalement désarmé. Maintenant, il ne semble pas que son intention ait jamais été de faire un simulacre de combat. Il se souvint soudain de ce qu'un médecin militaire lui avait dit bien avant qu'il ne soit renvoyé dans le temps. Le médecin avait dit que la raison pour laquelle son maniement de l'épée ne s'améliorait pas était due à une blessure qu'il avait subie enfant. En y repensant maintenant, il pouvait dire que c'était le moment même où sa vie de perdant avait vraiment commencé. Il s'écarte pour éviter facilement l'attaque maladroite de Beldé. Et puis ça le trouble. Beldé claque sa langue d'agacement. Tandis que Gray se demande si les coups de Beldé avaient toujours été aussi lents, il se baisse pour éviter un autre coup désordonné. Il s'engage dans un mouvement de danse où Beldé attaque furieusement et Gray esquive chaque coup avec aisance. Il réalise finalement que ce n'est pas parce que Beldé est lent. Beldé est de plus en plus agacé de ne pas pouvoir porter un seul coup. L'épée passe à 1 pouce du visage de Gray, mais il bouge rapidement pour l'éviter et réduit la distance entre eux. Il connaît maintenant la bonne réponse. Il est devenu plus rapide. Les 2 autres jeunes hommes sont surpris par ses mouvements agiles. Il déclare qu'il semble être une personne complètement différente maintenant. Gray se penche pour ramasser l'épée par terre. Il savait qu'il n'avait peut-être plus le corps puissant qu'il avait autrefois, mais il conservait tous les souvenirs des innombrables batailles qu'il avait menées. Beldé bondit en l'air pour le frapper en descendant. Même si l'attaque vient de derrière, Gray la dévie habilement en balançant l'épée avec sa main non blessée. Beldé est frappé par le plat de la lame, et il laisse échapper un petit gémissement. Gray ne s'attendait pas à ce que cela suffise à le déséquilibrer. Cela le pousse à se demander s'il est juste pour lui de se battre contre un tel amateur. Mais il se souvient alors que ce type n'est pas quelqu'un qui mérite sa pitié. Il se dit que ce sont ces vauriens qui l'avaient tourmenté sans fin simplement parce qu'il ne pouvait pas se battre. Mais cette fois, déclare-t-il, ce ne sera plus pareil. Il attaque, et son coup précis fait lâcher complètement son épée à Beldé. Beldé jure à voix haute. Voyant qu'il a laissé tomber son épée si facilement, Gray peut dire qu'il est pire qu'un amateur. Il lui dit qu'il n'a probablement jamais été entraîné à parer correctement un coup d'épée. Gray s'avance directement devant Beldé stupéfait et lui dit qu'il n'y a rien à craindre. Alors qu'il tient sa propre épée émoussée, il lui cite les paroles précédentes de Beldé. Il affirme que tant que la lame a été émoussée, il est tout à fait sûr de frapper quelqu'un avec. Beldé est frappé. Il n'en croit pas ses yeux, son épaule saigne et du sang éclabousse son visage. Cette douleur soudaine le fait hurler. Il s'effondre sur ses genoux. Gray ne s'attendait pas à ce que la lame soit aussi efficace, mais en la vérifiant, il confirme qu'elle est complètement émoussée. Il réalise maintenant que si cela avait été une épée affûtée, Beldé aurait pu être tué. Il lance un regard noir au tyran et poursuit son assaut. Un autre coup frappe Beldé en plein nez. Il saigne abondamment en tombant lourdement sur le dos. Gray décide de continuer à utiliser le tranchant émoussé. Il domine Beldé gémissant et lui demande pourquoi il crie autant. Il sait que Beldé n'a aucun droit de se plaindre,
puisque c'est lui qui lui a dit qu'une épée émoussée était sûre. Il lui sourit d'un air diabolique. Beldé commence à ressentir une véritable peur. Il hurle frénétiquement à ses 3 amis d'arrêter de rester là et d'aller lui botter le cul. Ces 3 laquais ont peur car Gray est devenu si fort tout d'un coup. L'un d'eux suggère qu'ils devraient tous attaquer ensemble par derrière. Ils encerclent Gray complètement. Gray leur demande s'ils veulent vraiment un autre round. Beldé ordonne à ses acolytes de le tuer. Gray déclare calmement qu'il allait fermer les yeux, mais qu'il a changé d'avis maintenant. Les bruits d'un combat troublent le calme de la forêt. Les 4 brutes sont maintenant agenouillés sur le sol, entièrement contusionnés avec de grosses bosses sur la tête. Ils peuvent à peine ouvrir leurs yeux gonflés. Ils s'agenouillent docilement, le poids sur les talons, les mains posées délicatement sur leurs genoux. Gray se souvient à quel point il avait eu peur de ces types auparavant. Il leur demande s'ils viennent du dojo d'escrime de Saria. Beldé répond docilement que c'était quelque chose comme ça. L'un de ses laquais ajoute qu'ils estimaient être devenus assez forts, alors ils n'y allaient plus dernièrement. Dans sa tête, Gray s'interroge sur leur définition de assez fort. Il réalise qu'il ne devrait pas attendre grand-chose du dojo lui-même. Mais quoi qu'il en soit, il sait que ça aura son utilité. Il exige d'être introduit au dojo car il fonctionne uniquement par parrainage. Beldé le supplie de demander à quelqu'un d'autre. Il est terrifié car s'il dit à son maître qu'il a perdu, il ne peut même pas imaginer ce qu'ils diront. Gray balance froidement son épée juste devant le visage de Beldé et suggère qu'il devrait simplement continuer ce qu'il faisait. Naturellement, Beldé est terrifié. Il se lève en catastrophe et s'enfuit en criant que le dojo est par là. Les autres sont surpris par sa vitesse. Ses 3 amis lui crient de ne pas les laisser derrière. Ils entrent bientôt dans la ville. Beldé lui demande pourquoi il veut entrer dans un dojo. Gray déclare que c'est parce que le dojo a une place de recommandation pour l'académie. Beldé confirme qu'il a déjà entendu quelque chose de similaire. Gray répond que c'est la raison pour laquelle il veut y aller. L'un des laquais exprime que Gray est déjà assez fort sans aller à l'académie. Gray pense en lui-même comme ce serait bien si c'était vraiment suffisant. Mais il sait que même la plus forte équipe du monde n'était pas de taille face au liquidateur. Et même quand il a utilisé le pouvoir que Chronos lui a donné, il n'a pas pu égratigner le monstre quand il est devenu sérieux. Il n'a aucune idée de la force qu'il doit atteindre pour enfin vaincre cette chose. Mais malgré tout, il s'accroche à quelques indices. Il se souvient qu'au moment où il a affronté le liquidateur, il a senti pendant une seconde qu'il était capable de contrôler cet étrange pouvoir sombre. Et ce sur quoi il s'était concentré à ce moment-là était l'escrime qui lui avait été enseigné par le saint de l'épée. Il pensait que s'il avait passé plus de temps à s'entraîner à l'escrime dans les mêmes conditions que le saint de l'épée, l'issue de la bataille aurait pu être différente. Il est conscient que c'était probablement la raison pour laquelle Chronos l'a envoyé ici. Ils arrivent finalement au dojo, et une femme surprend leur conversation. Elle exige de confirmer si les garçons ont essayé de s'en prendre à un civil avec l'escrime qu'ils ont apprise d'elle et ont fini par se faire botter les fesses à la place. Elle claque sa langue de dégoût. Cette femme est l'instructrice du dojo d'escrime Saria. Beldé essaie de lui faire entendre raison qu'il ne s'en prenait pas à lui car c'était un combat simulé. Elle répond en le frappant si fort qu'il est projeté et s'écrase contre le mur avec un grand astérisque boum astérisque. Les 3 autres regardent avec des yeux écarquillés sous le choc et tremblent de peur. Saria lui dit qu'elle sait qu'il ne fait que trouver des excuses. Elle déclare que s'il appelle le fait de battre une personne désarmée un combat simulé, alors cela signifierait que ce qu'elle vient de faire était aussi un combat simulé. Elle pointe son épée en bois vers ses yeux en lui disant de partir et de ne jamais revenir. Elle les informe qu'ils ne peuvent plus se considérer comme des élèves de ce dojo à partir de maintenant. Ils répondent tous oui et s'enfuient en courant, terrifiés. Elle s'assied devant Gray et s'excuse. Elle reconnaît que ses anciens élèves lui ont causé beaucoup de problèmes. Il répond qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Elle le remercie de sa compréhension et aborde ensuite le sujet de son désir d'obtenir une recommandation pour l'académie. Elle veut s'excuser pour les ennuis que Beldé et ses acolytes ont causés. Mais même si elle aimerait écrire une lettre de recommandation, elle doit d'abord confirmer ses capacités. Elle lui tend une épée en bois. Gray l'accepte. Elle lui dit qu'il peut faire le premier mouvement et l'encourage à l'attaquer dès qu'il est prêt. Il commence immédiatement à l'attaquer. L'instructrice du dojo commence à évaluer chacun de ses mouvements. Elle peut voir que son escrime est très pratique pour son âge. Elle peut sentir que c'est comme s'il avait vécu d'innombrables batailles auparavant. Elle attaque et il dévie le coup parfaitement. Elle comprend que Beldé et les autres ne sont pas de taille face à lui. Elle peut dire que son style est principalement autodidacte, mais de temps en temps, son jeu d'épée ressemble étrangement à ce qui est enseigné à l'académie. Cela la rend curieuse de savoir si quelqu'un l'a personnellement formé. Elle peut dire que son escrime est un peu brut de décoffrage, mais elle admet qu'il pourrait avoir beaucoup de talent. C'est pourquoi elle peut dire qu'il est comme un diamant brut. Elle pense qu'il est temps d'en finir. Elle attaque.
Ils s'apprêtent à la frapper. Leurs épées s'entrechoquent dans un tourbillon de mouvements. Ils s'y remettent, un tourbillon de frappe et de parade. Elle trouve étrange qu'ils ne faiblissent pas du tout et que Grey puisse clairement tenir le rythme. Elle voulait juste tester un peu ses compétences, mais découvre que le combat la pousse à donner le meilleur d'elle-même. Elle s'interroge sur l'étrange sensation qu'elle ressent. C'est de la peur. Grey lui fait vraiment peur. Il brandit son épée avec une telle puissance qu'elle la force à reculer. Elle suppose que c'était juste un coup désordonné. À ce moment-là, elle croit déceler sa faiblesse. Elle saisit l'occasion d'attaquer et décide de mettre fin à leur match sur le champ, mais soudain, elle est prise complètement au dépourvu et reste totalement perplexe. L'épée en bois de Saria est maintenant coupée en deux. Ce résultat choquant fait également marquer une pause à Grey. C'est parce qu'il ressent exactement la même sensation que lors de cette bataille finale. Ce sentiment le conduit à la conclusion immédiate qu'il possède toujours cet incroyable pouvoir, mais qu'il s'accompagne clairement d'un inconvénient douloureux. Il ressent une immense agonie parcourir son corps, une douleur si forte qu'elle le fait tomber à genoux. Saria lui demande avec inquiétude ce qui ne va pas. Il réalise que son propre corps n'a pas réussi à suivre l'incroyable déferlement de puissance. Ses jambes tremblent de manière incontrôlable, mais il se force à se lever et répond qu'il va bien. Il parvient à peine à rester debout. Il prend note mentalement de ne plus jamais utiliser ce pouvoir imprudemment. Il songe à raconter à Saria ce qui vient de se passer. Saria, quant à elle, est complètement déconcertée par la façon dont il la fixe d'un air vide. Il décide de ne pas lui dire, car même s'il le faisait, elle ne le croirait probablement pas. Il décide plutôt d'inventer une excuse, disant qu'il s'est juste un peu emporté. Au fond d'elle, cependant, Saria sait qu'il est absolument impossible de couper son épée d'entraînement avec une épée en bois émoussé, et elle est aussi consciente qu'il le sait également. La façon intense dont il la regarde le pousse à demander si quelque chose ne va pas. Saria comprend qu'il n'a pas l'intention de parler de ce qui vient réellement de se passer. Elle réfléchit à la situation, puis aborde le sujet initial de ce qu'il voulait, à savoir une recommandation pour l'académie. Il répond qu'il a entendu dire qu'elle pouvait lui en donner une. Elle répond qu'elle peut certainement lui donner une recommandation pour la meilleure institution éducative du royaume, l'Académie royale d'escrime. Mais, poursuit-elle, elle ne lui recommandera pas d'y aller. C'est parce qu'elle pense qu'il n'est pas fait pour cet endroit en particulier. Cette déclaration lui procure une pointe de déception. Cela confirme sa plus profonde insécurité, il manque de vraie force, d'autant plus qu'il n'a presque rien pu faire seul, à l'exception de ce tout dernier moment. Saria lui dit qu'il devrait plutôt viser un autre endroit. Et cet endroit, déclare-t-elle, est l'Académie de l'Union mondiale. Les yeux de Grey s'écarquillent sous le choc. Ce que Saria veut dire, c'est qu'il ne devrait pas seulement viser à être le meilleur du royaume. Il a sa place parmi les meilleures institutions mondiales. Cette nouvelle possibilité le sidère. Il sait très bien que c'est de là que venait le Saint de l'épée et tous les autres héros. Il demande si quelqu'un comme lui peut vraiment y être accepté. Étonnamment, elle répond que c'est impossible. Elle sait qu'il reconnaît lui-même cette vérité. Son corps est loin d'être assez en forme pour manier correctement une épée. Elle sait que s'il s'agissait seulement de l'Académie royale, il pourrait peut-être faire illusion avec ses incroyables compétences, mais son état physique actuel ne passera pas l'examen minutieux de l'Académie de l'Union mondiale. Elle se demande comment il a pu acquérir une telle compétence tout en ayant un corps si faible. Il sait qu'elle a raison. Il sait très bien que tous ceux qui sortent de cette académie sont de véritables monstres. Et avec un corps comme le sien, il sait qu'il ne peut même pas espérer rivaliser. Il a l'air incroyablement triste à ce sujet. Saria voit l'expression sur son visage et lui demande pourquoi il abandonne si facilement. Elle fait remarquer qu'il reste encore 9 mois avant l'examen d'entrée. Il rétorque que ce n'est que 9 mois. Elle admet que ce n'est peut-être pas suffisant, mais elle veut qu'il lui fasse entièrement confiance. Elle lui demande ensuite s'il est prêt à souffrir au cours des 9 prochains mois. Il répond honnêtement qu'il ne veut pas souffrir, mais qu'il a quand même décidé de le faire. Il lui demande formellement de bien vouloir prendre soin de lui au cours des 9 prochains mois. Elle apprécie la conviction dans la réponse de notre MC. Suite à cette déclaration, toute son attitude change, un revirement qui prend Grey complètement au dépourvu. Avec un sourire diabolique, elle lui dit que ce sera le début de son enfer personnel. Les jours suivants passent en un éclair alors qu'il subit l'entraînement le plus rigoureux imaginable avec elle. Il s'entraîne sans relâche jour après jour. Grey mange des repas à la fois délicieux et très douteux. Il s'entraîne constamment avec elle et perfectionne continuellement son maniement fondamental de l'épée. Le MC est absolument déterminé à arriver à temps pour l'examen d'entrée. 8 mois plus tard, les changements en lui sont incroyablement perceptibles. Saria voit qu'il est devenu beaucoup plus musclé et, à cause de cela, elle lui dit qu'elle n'a plus rien à lui apprendre. Elle l'encourage à partir maintenant dans le monde avec confiance. Il est perplexe car il reste encore un mois entier avant l'examen.
Elle explique que passer un examen dans un endroit auquel il n'est pas habitué ne sera pas facile, c'est pourquoi il est préférable qu'il arrive tôt. Elle lui donne ensuite une bourse d'argent pour le voyage et pour un mois de nourriture. Il hésite à la prendre. Il pense aussi que partir un mois entier à l'avance est bien trop tôt. Il prend cela comme si elle essayait activement de le chasser du village. Elle répond qu'il se fait des idées. Il aborde le sujet récent d'un nid d'ogre découvert près de la zone. Ce nouveau sujet semble la surprendre. Il ajoute qu'il ne reste presque plus de garde dans le village. Elle essaie de faire comme si de rien n'était et lui dit que cela n'a rien à voir avec eux. Elle l'assure que de l'aide viendra de la capitale royale, donc ils n'ont rien à craindre. Elle l'exhorte à simplement se rendre à l'examen sans aucune inquiétude. Il peut immédiatement dire qu'elle ment. Dans sa vie antérieure, il savait qu'aucune aide ne viendrait jamais dans ce village. Et juste avant que le village ne soit finalement détruit, il sait que sa maîtresse perdra la vie. Dans sa vie passée, il y avait eu des nouvelles qu'elle avait été tuée en allant combattre et tuer l'ogre toute seule. Mais, malgré cette connaissance, il répond simplement qu'il comprend ce qu'elle veut qu'il fasse. Il la remercie sincèrement et l'informe qu'il va partir. Elle esquisse un petit sourire et lui souhaite bonne chance pour son examen. Plus tard cette nuit-là, des squelettes sont macabrement exposés sur un arbre, des bâtons pointus transperçant leur bouche. Saria apparaît dans la forêt sombre. D'après les informations du rapport de l'éclaireur, elle suit le chemin profondément dans la forêt et trouve une trace de sang fraîche et elle voit qu'elle mène directement à une tanière sombre et étrange, mais elle arrête ses pas quand une voix familière l'interpelle lui demandant où elle va. Quand elle lève les yeux vers les arbres, elle voit Gray assis calmement sur une branche élevée. Il lui sourit et l'appelle maître. Saria est complètement surprise de le voir. Elle lui demande ce qu'il fait dans cette forêt sombre alors qu'il est censé être en route pour l'académie. Il lui retourne exactement la même question, puisqu'elle a dit plus tôt que les nids d'ogres seraient pris en charge par l'armée de la capitale royale. Elle lui dit que l'armée n'a pas pu venir à cause d'une affaire urgente, alors elle a décidé de s'en occuper toute seule. Elle l'assure avec confiance qu'elle seule suffit à gérer la situation car elle a déjà évalué la force du nid grâce au rapport détaillé de l'éclaireur. Elle partage l'information selon laquelle le chef est un ogre d'élite unique et que le nid lui-même contient 40 à 50 monstres au total. Elle admet que le nombre impressionnant de sbires sera un peu délicat. En y pensant, Gray savait que le chef n'était pas si fort en soi. Mais la véritable force d'un ogre réside dans son intelligence tactique et son leadership sur ses sbires. Gray était bien conscient du risque incroyable d'être encerclé, et il sait qu'il est absolument suicidaire de combattre ce nid seul. Et il est certain d'une chose très importante. S'il laisse son maître y aller seul, elle n'en sortira pas vivante et le village entier sera complètement détruit par les ogres. Il avait personnellement vu ce sombre futur de ses propres yeux, il exprime son ferme désir de l'accompagner. Elle refuse son offre et insiste obstinément pour qu'elle seule suffise, il essaie une nouvelle tactique pour la convaincre. Il déclare qu'il ne veut pas manquer cette rare occasion d'acquérir une véritable expérience de combat. Puis il lui demande si elle pense qu'il va juste la gêner. Ce commentaire la fait rire, car elle sait qu'il est bien conscient qu'il ne la gênera pas, d'autant plus qu'elle ne pouvait même plus gagner contre lui lors d'une simple simulation de combat. Elle explique que personne ne sait ce qui peut arriver dans un vrai combat, surtout quand il s'agit d'un nid de monstres qui s'est soudainement formé. Et pour un travail dangereux comme celui-ci, il est préférable qu'il attende d'avoir un peu plus d'expérience dans de vrais combats. Il comprit qu'elle ne changerait pas d'avis, alors il proposa une idée différente à la place. Elle a l'air intriguée. Il lui dit qu'il va la combattre, la mettre complètement hors de combat, puis s'occuper du nid d'ogre tout seul. En voyant sa posture déterminée, il ne semble pas qu'il plaisante. L'instructrice du dojo est sans voix. Elle finit par abandonner l'argument, mais elle déclare qu'elle a une seule condition. Quoi qu'il arrive, il doit revenir vivant. Il l'assure qu'il fera exactement cela, et en retour, souhaite qu'elle vive aussi. Sous la pâle lumière de la lune, il se cache derrière un gros rocher tout en espionnant la colonie d'ogres. Le terrain environnant ne laisse aucune issue possible. Cela montrait l'absolue confiance du monstre, construisant un nid dans ce genre d'emplacement inéluctable. Cela signifiait aussi que Gray et Saria ne pouvaient pas s'échapper non plus. Et puisqu'ils avaient maintenant affaire à des monstres intelligents, il décida de jouer la carte de la sécurité absolue. Saria commence à observer attentivement la colonie. Elle ne voit le chef nulle part, elle suppose donc qu'il se repose probablement à l'intérieur de la tente principale. Ils ne peuvent qu'espérer réduire le nombre d'ennemis avant que le chef ne sorte enfin. Elle ordonne à Gray d'éliminer tous les ennemis qu'il peut voir de son côté, tandis qu'elle s'occupe de l'autre. Gray accepte et ils chargent tous les deux. L'un des ogres sent que quelque chose ne va pas. Mais avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, Saria est déjà face à lui et lui tranche net la tête.
Un autre ogre voit la tête de son camarade rouler sur le sol. Il pousse immédiatement un rugissement guttural pour communiquer avec les autres ogres. Et en un rien de temps, une horde d'entre eux charge en avant. Pendant ce temps, du côté de Gray, il abat les ennemis les uns après les autres. Il se déplace incroyablement vite. C'est la même chose pour Saria. La bataille se transforme en un véritable bain de sang. Finalement, les deux se regroupent. Un grand nombre de cadavres d'ogres jonchent maintenant le sol. Elle loue son habileté et se demande même si c'est vraiment sa première fois dans une vraie bataille. Mais Gray change rapidement de sujet et lui dit de rester sur ses gardes. Il la prévient qu'ils ne font que commencer. Intérieurement, Gray sent que quelque chose ne va décidément pas. Il pense que les ogres sont bien trop faibles. S'ils étaient vraiment si faibles, il savait que sa maîtresse aurait pu facilement tout les gérer toute seule. C'est pourquoi il suppose que le vrai danger attend à l'intérieur de la tente principale. Une paire d'yeux rouges luisants le fixe depuis l'obscurité totale de la tente. Leur regard se pose sur lui et cela le met incroyablement mal à l'aise. Sans la moindre hésitation, il lui dit qu'ils doivent quitter cet endroit maintenant. Il l'exhorte même à courir immédiatement. Saria lui demande ce qui ne va pas. Il a l'air complètement paniqué et lui crie juste de partir. Elle perçoit immédiatement sa peur soudaine et ils se mettent tous les deux à courir. Mais alors qu'ils courent, quelque chose d'énorme saute par-dessus eux. À leur plus grand choc, un puissant ogre atterrit directement devant eux, bloquant leur seule issue. Saria ricane quand elle voit enfin l'ogre d'élite. Elle dit que c'est un honneur que le chef soit venu les saluer personnellement, mais Gray lui dit que ce n'est pas le chef. Puis un autre ogre, différent, pousse un rugissement véritablement tonitruant. Le son est si fort que Saria se couvre instinctivement les oreilles. Juste après, une immense horde d'ogres apparaît derrière lui. Ils sont pris d'une frénésie totale. Elle est complètement stupéfaite en les voyant et demande ce qui se passe. Derrière la horde nouvellement arrivée se tient un ogre véritablement massif. Gray affirme que c'est quelque chose de bien plus fort qu'un simple élite. Il l'identifie comme un général ogre. C'est le véritable chef de tout ce nid. Avec l'ogre d'élite gardant la sortie et une foule massive d'ogres bloquant l'avant, ils sont complètement piégés. Le général ogre ne bouge pas de sa place, mais sa seule présence est absolument terrifiante. Dès qu'elle entend que c'est un général ogre, Saria sait instantanément qu'ils ne peuvent pas gagner ce combat seuls. Elle jette un coup d'œil à l'ogre d'élite. Elle suggère alors qu'ils essaient d'éliminer celui qui est devant eux et ensuite d'essayer de s'échapper. Elle lance une attaque féroce, mais le monstre dévie facilement son coup. Elle se concentre et frappe à nouveau. Elle réussit à lui faire une petite égratignure à l'épaule, mais à son grand choc, la blessure commence instantanément à guérir sous ses yeux. Gray lui dit que c'est complètement inutile. Le rugissement puissant du général a renforcé la force et la capacité de guérison de tous les autres ogres. C'est pourquoi ils se sentent soudainement inhabituellement forts. Et maintenant, elle a même du mal à en abattre un seul. Gray continue de se battre contre la marée de monstres. Il lui fait entièrement confiance pour couvrir ses arrières. Il dit qu'elle n'a pas besoin de gagner. Il a juste besoin qu'elle lui fasse gagner du temps. Elle s'inquiète et lui demande ce qu'il compte faire. Il lui dit qu'il ne leur reste plus qu'une seule option. Il a l'intention d'abattre ce monstrueux bâtard de général ogre. Et il le pense absolument. Un ogre armé d'une hache massive écarte violemment l'épée de Gray. Gray est incroyablement irrité chaque fois qu'ils essaient de le prendre à revers. L'ogre essaie de repousser son épée, puis lève sa lourde hache pour lui porter un coup fatal. Pour l'instant, Gray se concentre sur l'anéantissement complet de chaque ennemi devant lui. Mais le puissant coup de son adversaire brise facilement son épée en morceaux. Il réalise que son arme ne peut pas supporter la puissance brute d'un ogre dopé. La créature le frappe à nouveau, et il saute en arrière juste à temps pour éviter le coup. Il est content d'avoir une arme de rechange, mais il sait qu'elle ne durera pas longtemps non plus. Saria réalise immédiatement sa situation désespérée et elle lui lance sa propre épée supplémentaire. Il la remercie rapidement pour cela. Il a maintenant 2 épées mais il sait que ce n'est toujours pas suffisant pour les anéantir tous. Alors, il se concentre uniquement sur le général ogre et la horde grouillante qui se tient entre eux. Il sort la 2e épée. D'un mouvement rapide et fluide, il se fraye un chemin sanglant à travers les ogres qui se dressent sur sa route. L'un d'eux parvient à lui griffer la joue en attaquant. Il bloque le coup lourd alors que l'ogre essaie de le repousser avec sa hache massive. Il claque sa langue d'agacement, puis il avance encore plus fort avec ses 2 épées. De plus en plus d'ogres se ruent maintenant vers lui. L'arme du général ogre commence à émettre une lueur malveillante. Puis vient un autre de ces rugissements assourdissants. Gray tressaille visiblement au son. Il regarde les ogres devant lui devenir encore plus forts. Il le charge à nouveau avec férocité. Il réalise que le général ogre intelligent a complètement compris son plan. Il rugit une fois de plus.
Gray comprend maintenant que cette créature est indéniablement intelligente. Ses épées s'entrechoquent contre la lourde hache d'un ogre. Il est repoussé par la force, mais il se force à continuer d'avancer. Il se précipite à nouveau, abattant autant de monstres que possible. Il sait qu'il n'a pas le temps de s'occuper de chacun d'eux individuellement. De manière inattendue, un ogre le plaque de côté. Il le maintient fermement en place pendant qu'un autre lève sa hache pour l'abattre. Gray réussit à taillader l'ogre agrippé au cou. Il réalise enfin qu'ils essaient d'user ses épées en se jetant sur lui. Pendant qu'il gère les menaces immédiates, une grande ombre plane soudainement au-dessus de lui. C'est parce qu'un ogre a bondi dans les airs et est maintenant prêt à le frapper. Il bloque son poing puissant avec son épée, mais l'impact est si fort qu'il le projette au loin. Gray crache du sang. Tout son corps tremble de manière incontrôlable. Il respire difficilement, et l'une de ses épées est maintenant complètement brisée. Il n'en a plus qu'une seule. Il n'arrive pas à croire qu'ils doivent affronter des hordes d'ogres et le puissant général avec une seule épée. Grâce à son expérience d'avance à régression, il peut affirmer avec une certitude absolue qu'il n'a aucune chance de gagner. Il pense alors, puisque c'est le cas, qu'il doit dire à sa maîtresse de fuir pendant que tous les ogres sont concentrés sur lui. Elle semble amusée par cette suggestion. Elle lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Pendant qu'elle repousse les attaques, il lui demande désespérément si elle compte mourir ici pour rien. Il lui assure qu'il s'enfuira juste après qu'elle se soit échappée, mais elle lui dit que ce n'est pas si simple. Elle a une expression sombre sur le visage, qui se transforme en un regard résigné lorsqu'elle admet qu'elle ne peut plus courir. Sa jambe a été profondément tailladée et saigne abondamment. Le visage de Gray pâlit quand il le voit. Maintenant, il n'a vraiment plus d'option. Dans son esprit, il repense à la façon dont il était retourné dans le temps avec un seul objectif, vaincre les liquidateurs. Il balance son épée de toutes ses forces, tout en pensant que sa vie pourrait bien se terminer ici. Sa dernière épée se brise finalement, mais il refuse toujours d'abandonner. Il essaie désespérément de se souvenir de la sensation de cet étrange pouvoir d'antan. Il pense à y puiser une fois de plus, avec un objectif ultime, vaincre tous ses ennemis. Tandis que les ogres se préparent à l'attaquer, il se force à se souvenir. Il essaie de toutes ses forces de se rappeler la sensation qu'il avait ressentie à l'époque. Gray ferme les yeux et les serre fort. Alors que le dernier morceau de sa dernière épée vole juste devant lui, il ouvre les yeux et ceux-ci brillent maintenant d'une lumière rouge malveillante. Il l'a enfin ressenti à nouveau. Il brandit sa nouvelle épée d'ombre noire, portant un coup dévastateur et fatal à plusieurs ogres à la fois. Une brume sombre couvre maintenant une partie de son visage et tourbillonne autour de sa nouvelle lame obscure. Saria est complètement déconcertée par ce qui se passe. Gray arbore une expression sombre, mais quand il la regarde, il sourit et lui dit que tout va bien maintenant. D'un seul coup puissant, il tranche plusieurs têtes de leur corps. L'épée du général ogre recommence à briller, mais en une fraction de seconde, l'énorme créature est complètement tranchée. Saria remarque que la menace a disparu, mais pendant qu'elle est distraite, un ogre tente de la surprendre par derrière. Elle réalise que leurs attaques lui semblent maintenant incroyablement faibles. Elle commente qu'il lui donnait tant de fil à retordre auparavant. Mais maintenant, elle peut les trancher avec une facilité incroyable. Elle dit que sans le puissant renfort du général, ils ne sont absolument rien. La nuit est déjà bien avancée quand ils ont enfin vaincu le dernier des ogres. Gray s'excuse auprès d'elle d'avoir cassé son épée. Elle lui dit que ça ne la dérange pas, surtout qu'il vient de lui sauver la vie. Il lui rend ce qu'il reste de l'arme. Elle est sur le point de l'interroger sur l'étrange et incroyable pouvoir qu'il vient d'utiliser lorsque Gray s'effondre soudainement. Il tombe face contre terre sur le sol dur. Saria panique et l'appelle désespérément par son nom. La conscience de Gray dérive dans un royaume sombre et vide. Il se demande où il est. Tout est d'un noir absolu autour de lui. Une seule porte imposante se dresse directement devant lui. Il regarde autour de lui, complètement confus. Soudain, des flammes noires jaillissent et brûlent les lourdes chaînes qui entravent la porte. Il la reconnaît instantanément. C'est le même pouvoir terrifiant qu'il avait utilisé. Il se demande si ouvrir cette porte lui accordera à nouveau ce pouvoir. La seule pensée le met mal à l'aise. Pourtant, il fait un pas vers elle. Mais alors, une présence vraiment terrifiante se matérialise juste derrière lui. Cette sensation le fige et il recule rapidement. Sa respiration devient rapide et tremblante. Au fond de lui, il connaît la vérité. S'il ouvre cette porte dans son état actuel, il mourra certainement. Puis, de nulle part, une voix mystérieuse dit qu'il a fait un choix judicieux. Et juste comme ça, il se réveille violemment en sursaut. Il allait et est complètement trempé de sueur. Saria est effrayée par son réveil soudain. Il est enfin réveillé. Il lui demande où il est.
Saria lui dit qu'il est à l'infirmerie du village et ajoute qu'il est inconscient depuis 5 jours entiers. Elle avoue ensuite qu'elle avait peur qu'il ne se réveille jamais. Quand Gray réalise qu'il a été inconscient pendant 5 jours, il sait qu'il a dû trop forcer sur son corps. Saria dit que l'expression « a trop forcé » ne décrit pas tout à fait ce qu'il a fait. Mais laissant ce sujet de côté, elle vérifie immédiatement s'il est capable de bouger son corps. Gray essaie de bouger, mais il réalise rapidement qu'il ne peut pas rassembler de force dans son bras droit. Il peut le bouger s'il fait un grand effort, mais la faiblesse l'inquiète. Et s'il ne peut plus tenir une épée? Pire encore, il voit une étrange échymose sombre sur son bras. On dirait que quelqu'un a éclaboussé d'encre noire toute sa peau. Saria s'attendait à ce qu'il ne puisse pas le bouger. Gray se demande si elle peut même voir l'étrange marque noire. Il lui dit ensuite qu'il ne peut mettre aucune force dans son bras dominant. Comme elle l'avait pensé, la blessure ne guérira pas correctement de sitôt. Elle explique que tous les os de son bras droit sont complètement brisés. Il est choqué d'entendre cela. Ça ne fait même pas mal du tout. Elle explique qu'ils ont utilisé une potion magique pour soigner ses blessures. Cette nouvelle le sidère complètement. Les potions magiques sont incroyablement chères. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter. C'est le chef du village qui la leur a généreusement donné. Gray ne comprend pas pourquoi le chef donnerait quelque chose d'aussi précieux à quelqu'un comme lui. Elle lui demande de quoi il parle. Elle lui rappelle ensuite qu'il est le héros du village. Gray a l'air complètement perdu. Soudain, une autre personne fait irruption dans la pièce. C'est le chef du village. Gray le remercie immédiatement pour la potion incroyablement chère, mais le chef répond que ce sont eux qui devraient le remercier. Avec une émotion puissante dans la voix, le chef explique que Gray a combattu un général ogre. Il dit que c'était un monstre que même les troupes rassemblées de toutes les villes voisines n'auraient pas pu égratigner. Ce même genre de monstre était venu pour leur village. Il serre fermement la main de Gray. Il dit que si Gray ne l'avait pas tué, leur village aurait été complètement anéanti. Le chef explique que sans lui et Saria, il n'y aurait pas de potion, pas d'infirmerie, et pas de survivants. Aucun d'eux ne serait même là à parler en ce moment. Gray répond qu'il exagère, mais le chef du village insiste sur le fait que non. Il sait au fond de lui qu'il dit la vérité. Gray y réfléchit. À un certain moment, il est d'accord avec l'évaluation du chef du village. C'est parce qu'avant qu'il ne régresse, ce village était censé avoir été complètement détruit par l'attaque de l'ogre. Le chef du village lui dit que s'il ne comprend toujours pas l'importance de ses actions, il se ferait un plaisir de tout lui expliquer en détail. Il mentionne également qu'il a entendu dire que Gray prévoyait de passer l'examen d'entrée à l'académie et demande si c'est vrai. La seule réponse de Gray est indiscret, « Oh ». Des pensées commencent à défiler dans son esprit. Il a tué l'ogre une semaine avant l'examen. Il était inconscient depuis 5 jours. Cela ne lui laisse plus que 2 jours pour y arriver. Son visage pâlit lorsqu'il se souvient du voyage vers l'académie. C'est 3 jours de marche. À cheval, cela ne prendrait qu'une seule journée, mais il n'a pas l'argent pour ça. Il demande immédiatement au chef s'il peut s'il vous plaît emprunter un cheval. Le chef lui dit qu'il s'y attendait. Il a déjà préparé le meilleur cheval du village pour lui. Avec ce cheval-là, il arrivera en un rien de temps. Saria plaisante alors en disant que s'il ne s'était pas réveillé aujourd'hui, il l'aurait transporté là-bas pendant qu'il dormait encore profondément. Elle ouvre alors la porte vers l'extérieur. La lumière vive du soleil fait plisser les yeux à Gray. Il voit le cheval qui l'attend et une foule immense de villageois rassemblés autour. Ils tiennent des banderoles, le remerciant et lui souhaitant bonne chance pour son examen. Tous affichent de grands sourires tandis qu'ils lui montrent leurs sincères remerciements. Beaucoup de gens viennent le remercier personnellement. Un homme s'avance de la foule. Il tend à Gray une petite bourse. Il demande à l'homme ce que c'est. L'homme explique que c'est quelque chose pour lequel tout le village a contribué. Ils avaient tous entendu dire que postuler à l'Académie de l'Union mondiale était extrêmement cher. Gray est profondément touché par ce geste incroyable, il leur sourit et les remercie sincèrement, puis il plaisante en disant qu'il sera difficile de revenir s'il échoue à l'examen. Saria lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, il est la seule personne à postuler à l'Académie de l'Union mondiale qui a réellement vaincu un puissant général ogre. Mais Gray est toujours inquiet pour son bras droit blessé. Elle lui rappelle que son bras gauche fonctionne toujours très bien. Il hoche la tête en signe d'accord. Saria lui dit que c'est amplement suffisant. Elle ajoute qu'il n'a pas non plus besoin d'utiliser ce pouvoir étrange. Il soutient que l'examen pourrait ne pas être si facile. Il sait que le réussir avec un seul bras ne semble pas simple. Saria le rassure immédiatement, elle dit qu'il se démarquera certainement aux yeux des examinateurs, ils reconnaîtront sa force incroyable, elle est complètement confiante et le soutient pleinement, elle lui dit qu'il réussira sans aucun doute. Il la remercie sincèrement. Il dit qu'en le disant comme ça, elle ne lui laisse pas d'autre choix que de réussir. Dans sa vie passée,
Ce village avait été complètement détruit. Mais maintenant, il est toujours là, debout. Gray réalise que ce monde n'est plus le même. Et cela signifie que l'avenir peut en effet être changé. Tout cela est grâce à son pouvoir. Et maintenant, il est enfin prêt à partir. Finalement, il arrive juste à temps. Il remercie même l'incroyable cheval de l'avoir amené si vite. Il regarde droit devant lui et voit une ville immense qui semble flotter sur un immense lac. Il est enfin arrivé. C'est l'Académie de l'Union mondiale. Dans la grande arène, la voix de l'hôte résonne, annonçant qu'ils vont maintenant commencer à distribuer les tickets d'examen officiels. Jusqu'à ce que tout le processus soit terminé, tous les candidats sont invités à rester à l'intérieur de l'arène centrale. Un nombre impressionnant de personnes sont rassemblées, mais seulement une vingtaine d'entre elles réussiront réellement. Quelqu'un dans la foule mentionne que le nombre de candidats retenus change radicalement chaque année. Parfois, 50 personnes réussissent, mais d'autres années, une seule personne est acceptée. L'hôte appelle ensuite le professeur Ariel sur le devant de la scène. Elle entre avec assurance et commence immédiatement à distribuer les tickets d'examen. Elle demande aux candidats rassemblés de simplement prendre le papier qui apparaîtra bientôt directement devant eux. Elle claque ensuite dramatiquement des doigts. Une brillante lumière dorée remplit instantanément toute l'arène. Un seul morceau de papier se matérialise alors devant chaque candidat. Gray est désigné comme candidat numéro 513 et il est assigné au cours d'escrime. Il remarque que tout le monde a également reçu ses tickets. La professeure explique qu'ils ne verront que leur numéro et leur cours assignés. Elle les rassure ensuite en disant que c'est exactement ainsi que cela se passe chaque année. Elle esquisse un petit sourire entendu et les informe ensuite que l'Académie de l'Union mondiale ne juge pas ses candidats en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur nationalité ou de leur statut social. Cette politique inclut même leur propre nom. Aucune de ces choses n'importe du tout à l'Académie, ajoute-t-elle. Seuls ceux qui réussiront l'examen et gagneront le droit de traverser le pont se verront demander leur nom. Et même à ce moment-là, ils pourront en donner un faux s'ils le souhaitent. Gray est naturellement confus. Même s'il a laissé son épée à l'auberge, son papier indique clairement qu'il est dans le cours d'escrime. Cela le rend extrêmement curieux de savoir quel genre de système étrange ils utilisent ici. Ensuite, la professeure Ariel explique plus en détail, déclarant qu'ils attribuent les cours en fonction de l'apparence physique d'une personne. Elle dit que si elle s'est trompée de cours pour quelqu'un, il devrait immédiatement lever la main. Les candidats sont tous complètement stupéfaits par cela. Ils n'arrivent pas à croire qu'elle les ait tous triés juste en les regardant, surtout avec tant de monde rassemblé dans l'arène. Certains d'entre eux ont deviné qu'elle les avait probablement tous consultés à l'avance. D'autres pensent qu'elle a peut-être utilisé une sorte de magie de lecture de l'esprit sur eux. Mais après un certain temps, pas une seule personne ne lève la main. Elle conclut donc avec confiance que personne n'a été mal assigné. Ensuite, elle annonce qu'il est temps pour leurs horaires d'examen. Elle dit à tout le monde de vérifier leur billet une fois de plus. Le papier de Gray indique maintenant qu'il est prévu pour le tout premier jour. À 11 h du matin, il n'aime pas ça du tout. Il espérait désespérément un peu plus de temps pour laisser son bras blessé récupérer. La professeure Ariel leur rappelle alors à tous qu'il s'agit d'un examen pratique unique. S'ils sont en retard, ils seront instantanément disqualifiés. Il n'y aura pas d'exception et pas de report. Gray tient son bras blessé, pensant qu'il ne peut toujours pas y mettre beaucoup de force. Il prie silencieusement pour que ça s'améliore au moins un petit peu d'ici demain. Le lendemain arrive. Il est maintenant dans une situation difficile car son bras n'a pas guéri du tout. Il n'a pas d'autre choix que de passer ce difficile examen avec son bras encore dans cet état affaibli. Il est appelé à l'entrée de l'arène. Il prend une profonde inspiration et se rappelle de ne pas être pessimiste quant à sa situation. Il évalue sa condition, sachant que son bras gauche est toujours entièrement fonctionnel et qu'il peut au moins bouger son bras droit dans une certaine mesure. Il décide d'utiliser le temps qu'il lui reste pour observer les mouvements de l'examinateur actuel et tenter de trouver une ouverture. L'examinateur dit au prochain candidat de faire le premier mouvement. L'étudiant plein d'espoir charge férocement l'examinateur. Ses coups sont lourds et puissants, mais l'examinateur se contente de s'écarter nonchalamment pour les éviter. Le candidat crie qu'il n'a pas encore fini. Il saisit son épée massive à deux mains et la brandit de toutes ses forces. L'examinateur bloque facilement l'attaque puissante d'une seule main. En voyant cela, l'esprit du candidat est complètement brisé. Le professeur charge alors sur lui et le projette au loin d'un seul coup puissant. Le pauvre homme tombe sur le dos et l'examinateur conclut calmement son examen. L'étudiant est ensuite invité à récupérer son arme et à quitter les lieux. Un petit sourire amer se dessine sur le visage de Gray tandis qu'il observe. Il le savait déjà. Il est totalement fichu. Il n'y a aucune chance qu'il puisse gagner ça. Peu après, l'examinateur appelle son numéro. Alors qu'il se dirige vers la zone de test, il ne peut pas croire qu'il doive affronter quelqu'un qui vient de terrasser un homme 2 fois sa taille en utilisant un seul bras.
Gray reçoit l'ordre de faire le premier mouvement. Il a l'impression de n'avoir aucune chance, mais il décide qu'il doit faire tout ce qu'il peut. Il charge bravement en avant, il se souvient de ce que Saria lui avait appris, qu'une épée ne se brandit pas seulement avec les bras, mais qu'il devait canaliser la puissance générée par tout son corps et la diriger à travers ses bras. Même si son bras droit est encore sans force, il pense à propulser toute cette puissance à travers ses autres muscles. Il brandit son épée, et l'examinateur s'accroupit pour l'éviter. Gray est extrêmement nerveux car il ne peut pas se battre comme d'habitude. Il pensait que si brandir une épée sans aucune force de bras était si facile, personne ne prendrait la peine d'entraîner son corps. L'examinateur contre-attaque alors. C'est là que Gray est vraiment confus. C'est parce que l'épée de l'instructeur semble se déplacer incroyablement lentement, et il est facilement capable de la bloquer. Il peut dire que l'examinateur possède une force brute incroyable, mais il pense que sa vitesse et sa technique n'approchent même pas celle de son maître. Il croit que s'il se fie uniquement à l'escrime pure qu'il a apprise d'elle, il pourrait bien compenser la différence significative de force dans son bras. Les yeux de Gray s'aiguisent d'une nouvelle détermination, et il pense que si tel est le cas, il agira en conséquence. Il devient absolument certain que l'examinateur est en fait assez lent, et n'est pas aussi fort qu'il l'avait initialement pensé. Il se souvient des derniers mots de sa maîtresse, comment elle lui avait dit qu'il réussirait à coup sûr. Leurs épées s'entrechoquent dans une pluie d'étincelles et cette fois, il parvient à dominer l'examinateur. C'est à ce moment qu'il commence à avoir une vraie foi en sa capacité à y arriver. Leur intense combat à l'épée continue. Bien que Gray ait déjà percé à jour l'escrime basique de l'examinateur, il le charge de nouveau. L'examinateur évite l'attaque avec expertise. Cela amène Gray à penser que la différence de leur puissance brute est tout simplement trop grande et qu'il ne semble pas pouvoir briser sa forme solide. Cela lui fait réaliser qu'il ne sera finalement pas facile de gagner avec une seule main. Cela dit, alors qu'il continue de s'entraîner, il remarque que les mouvements de l'examinateur deviennent beaucoup plus rudes. Alors que Gray a une manœuvre risquée en tête, il trouve enfin le bon timing qu'il attendait et il attire l'examinateur à venir directement sur lui. L'examinateur se jette en avant pour attaquer, et c'est exactement ce que Gray voulait qu'il fasse. Il voulait que l'examinateur fasse un large coup ouvert. Il déplace stratégiquement tout son poids sur son pied droit, sachant que cette action laisserait une ouverture claire. Il savait aussi que la plupart de ses adversaires opteraient pour un grand coup évident. De manière inattendue, Gray se tient maintenant directement derrière l'examinateur. Son adversaire est pris complètement au dépourvu. RMC sait que quelle que soit la différence de leur puissance brute, s'il peut juste passer derrière lui, alors il pourra le vaincre. Mais il leur est soudainement ordonné de s'arrêter. La pointe même de l'épée de Gray n'est plus qu'à 1 pouce du dos de l'examinateur. Gray se demande si le match est vraiment terminé. Il pense qu'il est un peu trop tôt pour s'arrêter maintenant. La voix d'un autre examinateur annonce que la limite de temps pour son test a été atteinte. Les yeux de Gray s'écarquillent alors que le résultat officiel est annoncé. C'est un match nul. Gray est absolument certain maintenant qu'il n'y arrivera pas. Sa prise ferme sur son épée se relâche comme si son corps avait simplement abandonné tout espoir. Il quitte l'arène complètement abattu, car il avait tout donné juste pour réussir. Il sait aussi que s'il ne peut même pas gagner contre cet examinateur, les choses seront extrêmement difficiles pour lui à l'avenir. Il s'attend à ce que son bras soit enfin guéri d'ici l'année prochaine, alors il décide qu'il devra simplement repasser l'examen à ce moment-là. Avant de partir, il jette un dernier coup d'œil à l'académie et exprime un silencieux merci. Une semaine plus tard, dans la salle de réunion de l'Académie de l'Union mondiale. Le directeur de l'académie demande aux professeurs réunis leur avis sur les candidats, maintenant qu'ils ont terminé tous leurs examens. L'un d'eux exprime immédiatement qu'il est complètement épuisé. Un professeur plus âgé déclare alors que cette méthode où tout le monde observe ensemble est plutôt inefficace. Il suggère qu'ils devraient se partager la charge de travail pour l'année prochaine. Un autre professeur défend le système actuel, affirmant qu'ils ne peuvent pas se permettre de négliger un vrai talent simplement pour se faciliter la tâche. Le directeur de l'académie soupire et fait remarquer qu'il avait demandé leur avis sur les candidats, et non sur le système d'examen lui-même. Il commence l'examen avec les candidats du cours d'escrime. Il leur demande qui a réussi. Il regarde tous les écrans tandis qu'un des professeurs déclare que, comme toujours, ceux qui ont réellement battu leurs examinateurs ont réussi. Il dit que les autres seront jugés sur la qualité qu'ils ont montrée et la façon dont ils ont tenu pendant la stricte limite de temps de 15 minutes. Il demande ensuite aux autres instructeurs du cours d'escrime ce qu'ils en pensent. Un des professeurs répond qu'à part ceux qui ont battu l'examinateur, les candidats numéro 5, 217 et 753 se sont démarqués. Une autre personne suggère qu'ils devraient s'en tenir là, car même si les autres rejoignaient, ils ne pourraient pas suivre en classe. Le professeur est d'accord avec cette évaluation et demande ensuite si quelqu'un pense différemment. La réunion se poursuit. Finalement, le directeur conclut qu'ils ont maintenant confirmé les candidats retenus pour le cours d'escrime.
Mais alors, quelqu'un interroge sur le candidat numéro 513. Le directeur jette un coup d'œil à l'interlocuteur. C'est la professeure Ariel. Elle leur demande ce qu'ils pensent tous du candidat 513. Ils regardent tous l'écran à nouveau. Un professeur appelle le 513 un petit gars. Quand il regarde son test, il semble certainement qu'il va gagner. Mais l'un d'eux déclare que s'il doit compter sur la mise en place de pièges juste pour battre un examinateur, les choses seront difficiles pour lui à l'avenir. Ils ont observé que sa technique était bonne, mais que sa force était clairement insuffisante, et il semblait qu'il était complètement dépassé dès le début. Le professeur aux cheveux bruns avec la moustache exprime qu'il n'est pas assez bon. Ils sont tous rapidement d'accord avec cela. La professeure Ariel est absolument sans voix. Elle n'arrive pas à croire que tant d'entre eux aient regardé le test et que pas un seul n'ait remarqué la vérité. Elle pense que si tout le monde ici est aussi aveugle, alors faire observer tout le monde ensemble est vraiment une perte de temps totale. Dès le lendemain, Gray tient son ticket d'examen. Les résultats finaux du cours d'escrime vont enfin être annoncés. Seules 6 personnes ont réussi le test rigoureux. Tout le monde dans la foule attend nerveusement. Le premier à être appelé est le candidat numéro 5. Dès que leur numéro est appelé, leur ticket d'examen s'enflamme vivement. Vient ensuite le candidat 217. Suivent les numéros 432 et 615. Ensuite, 753 et 925 sont appelés. C'est tout. Gray a l'air complètement anéanti quand son numéro n'est pas appelé. Les candidats retenus sont ensuite invités à traverser le pont et à finaliser leur inscription avant la fin de la journée. Gray a l'air abattu tandis que d'autres autour de lui applaudissent les candidats reçus. Il affiche un air complètement désespéré après avoir échoué au test. Puis vient une autre annonce, complètement inattendue. C'est pour la mission spéciale Glace Divine. Quelques secondes plus tard, le numéro de Gray est appelé, et son ticket d'examen s'enflamme d'un bleu éclatant. Tout le monde autour de lui est absolument choqué. Gray reste complètement figé, totalement confus. Les gens dans la foule commencent immédiatement à ricaner. C'est la première fois que Gray entend parler de cette admission spéciale. Certains d'entre eux disent que l'Académie a dû tricher. Ils affirment que l'Académie de l'Union mondiale est tombée bien bas. Gray entend leurs commentaires. Il est confus, car il n'a aucune connexion spéciale. Il se demande si son maître avait fait quelque chose, mais il n'en avait rien entendu. Un vieil homme dans la foule les réprimande alors de parler ainsi de l'admission Glace Divine. Il leur dit que c'est une catégorie prestigieuse qui a produit d'incroyables héros pendant des siècles. La foule n'achète pas son explication. Ils disent qu'elle n'était respectée qu'il y a longtemps. Ils désignent les plus récentes figures de l'œil divin, Amy White, Bella Albright et Jacob Bloomfield, et les qualifient toutes de complets échecs. Même les candidats actuels avaient entendu ces histoires. Mais Gray en sait bien plus. Ces 3 héros faisaient partie de la force principale qui avait combattu courageusement le redoutable liquidateur. Et maintenant, son propre nom se tiendra à côté du leur. Une annonce résonne dans l'enceinte de l'Académie, déclarant que la cérémonie d'entrée débutera dans 30 minutes. Une fois que tous les étudiants auront fini de se changer, ils recevront l'instruction de se rassembler sur la place devant le bureau principal. Leurs nouveaux uniformes arborent un élégant motif noir avec le symbole de l'Académie finement gravé dessus. RMC a fière allure dans sa nouvelle tenue. Certains étudiants sont arrivés en avance sur la place désignée, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit le bon endroit, car rien n'a encore été préparé pour une cérémonie. Un homme arrive alors en courant vers eux et s'excuse abondamment pour le retard, expliquant qu'il y a eu un petit contretemps. Il demande aux étudiants de bien vouloir reculer un peu afin qu'ils puissent placer le grand escalier à cet endroit précis. Les étudiants reculent et lui demandent si l'endroit où ils se tiennent maintenant convient. L'homme dit que c'est parfait. Puis, à leur surprise, il s'agenouille au sol. Tous les étudiants sont complètement déconcertés par cela. Il touche ensuite le sol et un immense cercle magique apparaît sous lui. Le sol lui-même commence alors à bouger et à se déplacer. Tous les étudiants restent bouche bée. Ils sont complètement choqués de voir une structure complète, avec des escaliers et une scène, surgir juste devant eux. L'homme s'excuse de nouveau pour le retard et leur dit à tous qu'ils peuvent maintenant s'asseoir où bon leur semble. Les étudiants sont clairement stupéfaits par ce spectacle. Ils réalisent que c'était un acte de magie de téléportation, mais ils n'arrivent toujours pas à croire que quelque chose d'aussi massif puisse être téléporté de la sorte. Gray s'assied, pensant que l'école voulait probablement que la cérémonie se tienne dans un endroit où le magnifique bâtiment principal pourrait être vu en arrière-plan. Pour lui, cela ressemble à une utilisation incroyablement extravagante de la magie de téléportation. Il a l'air vraiment excité après avoir commencé à réaliser à quel point la World Union Academy est vraiment puissante. Les autres étudiants autour de lui remarquent bientôt qu'il y a beaucoup trop de sièges. Seuls 30 étudiants ont été réellement acceptés, il semble donc complètement inutile d'avoir autant de chaises installées. La fille à qui Gray parle est surprise qu'ils n'en connaissent pas la raison. Gray s'excuse,
expliquant qu'à part son entraînement à l'épée, il n'a pas vraiment étudié grand-chose d'autre. La fille propose alors gentiment d'expliquer. Elle dit que, comme le nom de l'académie l'indique, elle rassemble les meilleurs étudiants du monde entier. Elle pointe ensuite quelque chose de haut dans le ciel. Gray est choqué de voir une flottille d'aéronefs et même des dragons voler au-dessus d'eux. Il lui demande ce que tout cela est. Gray est complètement surpris de voir le célèbre dirigeable magique, le Stratokine. Il l'avait déjà embarqué une fois lorsqu'il avait rejoint l'unité de subjugation des liquidateurs. On dit que c'est l'un des plus grands et des plus avancés dirigeables du monde entier. Il n'arrive pas à croire qu'il l'utilise juste pour une simple cérémonie d'entrée. L'Académie de l'Union mondiale dépasse définitivement toutes les attentes les plus folles de Gray. L'énorme dirigeable atterrit, et encore plus d'étudiants en descendent. Maintenant, tout le monde est enfin présent. La grande cérémonie d'entrée peut enfin commencer. Finalement, le long discours du directeur est terminé. Gray a l'air complètement ennuyé. Dans son esprit, il pense que cette cérémonie d'entrée n'est pas si différente d'une cérémonie normale. La partie suivante du programme est le salut des meilleurs étudiants de chacun des cours respectifs. Léon Hart, le meilleur étudiant du cours d'escrime, est alors appelé à l'avant. Pendant qu'il se lève de son siège et se dirige vers la scène, les autres étudiants commencent à bavarder à son sujet. Ils ont entendu dire qu'il avait vaincu son examinateur en un instant lors de l'examen d'entrée. Certains disent même qu'il est aussi bon que n'importe quel professeur actuel en matière d'escrime. Cet étudiant impressionnant est Léonard Appia. Gray le regarde attentivement. Avant que Léon Hart n'atteigne le microphone, il demande confirmation au directeur s'il est autorisé à parler librement. Ils répondent par l'affirmative, et il les remercie poliment. Il déclare ensuite qu'il a une seule plainte qu'il aimerait adresser à l'académie. Avant de poursuivre sur ce sujet, il salue ses camarades étudiants, tous ceux qui ont été admis à l'académie par ce qu'il appelle une voie appropriée. Il déclare que c'est un grand honneur d'être admis à cette académie avec eux tous. Il leur dit à tous qu'ils devraient s'efforcer d'obtenir leur diplôme en tant qu'individus capables d'apporter des contributions significatives au monde. Alors, il les encourage tous à travailler dur ensemble. Il ajoute qu'il a hâte de voir les jours où ils pourront tous viser haut ensemble en tant qu'étudiants de la prestigieuse Académie de l'Union mondiale. Mais, dit-il avec un ricanement, il y a quelqu'un parmi eux qui ne mérite pas d'être ici. Il demande ensuite au professeur Ariel s'il a raison. Cette question directe la prend complètement au dépourvu. Elle déclare que tous les étudiants présents ont réussi les examens rigoureux de l'Académie. Et bien qu'ils ne soient pas tous aussi forts que lui, elle ne pense pas que ce soit une bonne idée de les exclure. Elle lui demande alors pourquoi il lui pose une telle question. Léon Hart la regarde fixement. Il déclare qu'il ne parle pas de ceux qui ont été admis en réussissant leurs examens correctement. Il affirme que ce qu'il voulait vraiment dire, c'était l'étudiant qu'elle avait fait entrer en douce grâce à son admission spéciale œil divin. Il met alors au défi l'étudiant admis spécialement de se montrer. Il ordonne à cette personne de rendre immédiatement son uniforme et de quitter l'académie tout de suite. Une tension palpable remplit instantanément toute l'arène. Gray ne comprend pas pourquoi Léonard est si incroyablement hostile. Il se souvient alors que Léon Hart était assis juste à côté de lui pendant tout ce temps. Il est soulagé que l'étudiant hostile ne connaisse pas son visage. Il pense qu'il ne sera pas mêlé à ce désordre s'il ne s'avance pas. Le professeur Ariel reconnaît que les nouveaux étudiants de cette année sont assez vifs. Léon Hart a l'impression que personne ne le prend au sérieux. Il la réprimande à ce sujet et lui dit d'arrêter de laisser des étudiants entrer à l'académie par la petite porte. Elle ne dit pas grand-chose au début. Puis, en un clin d'œil, elle se penche et lui murmure à l'oreille. Elle lui demande s'il pense vraiment être plus fort que ce gamin en particulier. Son mouvement soudain est si inattendu qu'il choque toute l'arène. Léonard est complètement pris au dépourvu par cela. Il serre les dents. Il dit que oui, il le pense. Il lui demande ensuite si elle essaie de lui prouver qu'il a tort. La professeure Ariel aime son attitude confiante, alors elle propose un pari. Cette proposition pique son intérêt. Elle parie alors son propre poste et la mission du gamin sur le résultat. Gray est confus par tout ce qui se passe. Léonard se tourne vers la professeure Ariel. Il demande si elle compte sérieusement le faire combattre le gamin à admission spéciale. La professeure Ariel répond calmement. Elle affirme qu'elle ne ferait jamais une chose aussi grossière. Elle ajoute une déclaration choquante. Elle explique que si Gray se donne à fond, Léonard finira mort. En tant qu'éducatrice responsable, elle déclare qu'elle ne doit pas mettre la vie de ses étudiants en danger. Les veines de Léonard palpitent presque sur sa tempe de pure colère. Il se sent profondément insulté par sa remarque désinvolte, mais elle déclare simplement qu'elle ne fait que dire la vérité. Au lieu de cela, elle suggère une option beaucoup plus sûre. Ils parieront plutôt sur des monstres. Elle fait même remarquer que Léonard est de toute façon bien meilleur pour combattre les monstres que les gens. Il la regarde avec fureur mais admet qu'elle est bien informée. Il demande alors en quoi consiste le pari, exactement. Elle explique les termes,
notant que c'est très simple. Chacun d'eux doit tuer les monstres qu'elle choisit comme cible. Pour chaque manche qu'il termine, le monstre cible deviendra plus fort. Celui qui est le premier incapable de vaincre son monstre perdra entièrement le pari. Si Gray perd, la professeure Ariel se retirera de son poste. Tous les étudiants à admission spéciale seront immédiatement expulsés. Mais si Léonard perd, il devra faire tout ce qu'elle dit. Elle lui demande alors s'il est partant. Léonard veut savoir quel genre de monstre ils affronteront. Il est confiant en ses compétences, mais il ne veut pas se retrouver pris dans une sorte de coup monté étrange. Après n'avoir réfléchi qu'un instant, elle révèle la toute première cible. C'est un général ogre. Elle lui demande alors, avec une pointe de taquinerie, si c'est trop facile pour lui. Toute la classe est complètement abasourdie par cette déclaration, mais Gray ne réagit pas. Au lieu de cela, il est seulement curieux de savoir pourquoi elle a choisi ce monstre spécifique. Léonard, en revanche, est absolument furieux. Il hurle qu'un général ogre n'est pas quelque chose qu'une personne peut vaincre seule. La professeure Ariel clarifie sa déclaration. Elle lui dit qu'ils n'ont pas à le faire immédiatement. Elle explique qu'on leur donnera une année entière. Léonard craque complètement. Il dit que si quelqu'un pouvait vaincre seul un monstre de niveau catastrophe avec seulement un an d'entraînement, alors les gens ne souffriraient pas en premier lieu. Il lui crie de choisir quelque chose de plus réaliste. Tout en essayant de reprendre son souffle, il fait une pause. Il réalise alors son véritable plan. Il pense qu'elle choisit délibérément un monstre impossible pour que le pari se termine sans vainqueur clair. Avec une nouvelle confiance, il déclare qu'il ne va pas se prêter à ces jeux. Ariel se contente de sourire. Elle ajoute une dernière condition cruciale au pari. Si le match se termine par un match nul, alors Léonard sera considéré comme le vainqueur. En gros, cela signifie que si Gray ne parvient pas à vaincre le général ogre, elle sera renvoyée et tous les étudiants admis sur dossier spécial seront expulsés de l'académie. Elle lui demande ce qu'il pense de cette nouvelle règle. Il la regarde comme si elle était folle. Il ne peut se défaire du sentiment puissant que le pari est désormais complètement en sa défaveur. Elle prend son silence pour un accord. Juste pour être clair, Léonard ajoute une condition de son cru. Il ne faut pas que ce soit un général ogre affaibli ou quoi que ce soit de ce genre. Elle répond calmement par un simple « bien sûr ». Puis, d'un geste théâtral de la main, une plume d'oie se matérialise de nulle part. Elle lui dit que toutes les conditions ont déjà été écrites dans un contrat magique et qu'il peut le signer s'il n'a pas d'autres objections. Il lit le contrat magique. Il décide d'accepter. Il doit quand même lui demander si elle croit vraiment que ce gamin peut gagner. Sa réponse est vague. Elle dit juste « qui sait ?» Elle retourne ensuite tranquillement à sa place. Les autres professeurs chuchotent entre eux. Ils se demandent ce qui ne va pas avec elle. Certains pensent qu'elle utilise juste ce pari comme excuse pour prendre sa retraite. Cela ne semble pas si farfelu, car elle a dépassé son apogée, après tout. Gray n'a pas le choix. Le pari est maintenant officiel. Mais quelque chose le tracasse concernant les termes. Il se demande pourquoi elle a inclus celui qui l'a vaincu avant même son inscription, alors qu'elle avait dit que le délai était d'une année complète. Elle observe ensuite RMC en silence total. Gray réalise soudain que le pari était scellé dès le moment où il a commencé. Tandis qu'il la fixe, elle pose un doigt sur ses lèvres, lui disant silencieusement de se taire. C'est à ce moment-là que Gray en est certain. Elle joue définitivement de manière déloyale. Finalement, la cérémonie d'ouverture se termine, et chacun se rend à ses cours assignés. Le tout premier sujet est la magie de base. Il est surprenant pour certains que le cours commence immédiatement le tout premier jour. Mais en tant qu'étudiants de cette académie, ils doivent comprendre qu'aucun jour ne peut être perdu. Le professeur commence la leçon en leur enseignant à tous comment utiliser la magie. C'est le sujet le plus élémentaire. Il explique que le corps contient une énergie cachée et invisible appelée éther. En le guidant à travers les propres circuits magiques du corps, il continue d'écrire et d'expliquer tout au tableau. Gray est un élève de cette même classe. Au début, il craignait de ne pas pouvoir suivre. Mais il s'avère qu'il connaissait déjà toute cette leçon depuis son passage au camp d'entraînement. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a encore un gros problème. Parmi toutes les classes possibles, il s'est retrouvé dans la même que Léonard. Il prie en silence pour que Léonard ne découvre pas qu'il est l'étudiant à admission spéciale divine. Le professeur remarque soudain que Gray a l'air ennuyé et désintéressé. Il le réprimande pour avoir déjà détourné le regard à peine 5 minutes après le début du cours. Gray est choqué. Il n'arrive pas à croire qu'il ait été pris en flagrant délit d'un simple regard, surtout qu'il est assis tout au fond. Il s'excuse rapidement pour son manque de concentration. Le professeur le met alors au défi. Il dit que si Gray est si confiant, alors il devrait le montrer au reste de la classe. Il le nargue même en disant qu'il s'attend à ce que Gray puisse au moins utiliser la magie de base. Gray explique poliment que, puisqu'ils sont dans le cours d'escrime, il pensait que ce serait acceptable s'ils ne pouvaient pas utiliser la magie. Le professeur répond que même si l'on utilise principalement une épée au combat,
il est tout de même vital de comprendre au moins les bases de la magie, afin de pouvoir se coordonner avec les mages. Il dit que connaître les sorts de base et comprendre ce qu'ils procurent est absolument essentiel. Gray n'arrive pas à croire que le professeur donne exactement la même explication que celle qu'il avait déjà entendue au camp d'entraînement. Il se demande si le sort qu'ils vont apprendre sera également le même. Alors, il demande s'ils vont apprendre le sort, balle d'éther. Le professeur lève un sourcil. Il demande si Gray peut déjà l'utiliser. Gray confirme qu'il le peut. Il se sent soulagé. Au moins, tout cet entraînement douloureux au camp n'avait pas été une perte totale. Voyant cela comme une opportunité, le professeur décide d'organiser un match sur le champ. Il savait que Léonard, qu'il appelle Léon, peut aussi utiliser la balle d'éther. Léonard le confirme fièrement. Il ajoute ensuite qu'avant même d'entrer à l'académie, il s'était entraîné à l'escrime et à la magie. À son avis, cela rend très risqué pour un autre étudiant de le combattre sérieusement. Mais le professeur n'est pas du tout inquiet. Il dit que même s'il y a un grand écart de compétences, il n'utilise que des balles d'éther. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait mourir. Et il ne compte pas non plus demander à Léonard de retenir son pouvoir. Ensuite, le professeur lâche une bombe énorme. Il révèle que Gray est l'élève œil divin de cette année. Toute la classe se tourne immédiatement pour fixer Gray. Il sait tout de suite qu'il est maintenant dans de beaux draps. Le professeur sourit comme un diable en exposant tout. Léonard répond froidement à la nouvelle. Il déclare qu'il va maintenant montrer à Gray comment les choses fonctionnent vraiment et quel genre d'endroit est cette académie. Léonard lance un regard noir à Gray et lui dit de s'avancer. Ils se tiennent maintenant face à face au milieu de la pièce. Le professeur explique qu'une fois qu'il aura donné le signal, ils tireront tous les deux leurs balles d'éther sur leur adversaire. Gray n'avait passé que quelques jours à s'entraîner à la magie pendant son camp d'entraînement. Et même si le professeur avait dit que ce ne serait pas fatal, Gray sait qu'il ne s'en sortira probablement pas sans être gravement blessé. Le professeur donne alors le signal pour qu'il commence. Léonard est bien décidé à prouver à quel point il est plus fort. Gray sait qu'il n'a pas le choix. Il décide qu'il doit simplement y aller. Léonard libère un petit orbe bleu layette de lumière pure. Mais quand Gray lance son propre sort, un orbe bleu massif, intensément lumineux, d'énergie brute se forme devant lui, l'instant d'après laisse tout le monde dans la pièce complètement stupéfait, leur visage figé sous le choc. Même notre MC est dans l'incrédulité la plus totale. La balle d'éther de Gray surpasse facilement le sort de Léonard. Ce développement choquant fait hurler Léonard de terreur. Le professeur intervient immédiatement. Il forme une barrière protectrice devant Léonard pour tenter de le sauver. Il est soulagé d'avoir réussi à protéger son élève, mais à leur surprise générale, la barrière se brise instantanément. Elle se brise complètement et envoie une énorme explosion de force qui projette Léonard en arrière. L'attaque émet une puissante rafale de vent et une lumière aveuglante. Les autres élèves de la pièce sont également affectés. Léonard pousse un cri fort et douloureux en s'écrasant lourdement sur le sol. Le professeur se précipite immédiatement à ses côtés et lui demande s'il va bien. Léonard se lève lentement et confirme qu'il va bien. Le professeur pousse un profond soupir de soulagement. Il regarde ensuite Gray. Il réalise que si la barrière n'avait pas au moins atténué une partie de l'impact, Léonard aurait pu facilement mourir. Et plus choquant encore, il sait qu'aucun des professeurs ne pourrait produire une balle d'éther d'une telle puissance. Il se tourne de nouveau vers Gray. Il lui demande « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Gray est tout aussi confus par le résultat. La balle d'éther de Léonard lui a semblé incroyablement faible. On aurait dit que ce n'était même pas le même sortilège qu'il avait utilisé. Cela le fait s'interroger. La balle d'éther qu'il avait apprise pendant son temps dans l'escouade de soumission était-elle différente de celle qu'ils enseignent à l'académie? Il demande au professeur s'il n'aurait pas utilisé le mauvais sort. Le professeur répond « Non, c'était bien une balle d'éther », mais il ajoute ensuite que la qualité du sortilège de Gray était d'un tout autre niveau. Il explique qu'elle n'était pas faite d'éther ordinaire, mais de ce qu'il appelle de l'éther super compressé. Les autres étudiants de la classe n'avaient jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Le professeur admet que c'est une sorte de pouvoir que même eux, les professeurs de l'académie, ont du mal à contrôler. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Gray l'avait non seulement produite, mais il l'avait aussi habilement transformée en sortilège. Il affirme qu'il n'y a personne d'autre dans toute l'académie capable de faire cela. Les autres étudiants commencent immédiatement à chuchoter entre eux. C'est la première fois que l'un d'entre eux voyait une balle d'éther aussi puissante. Certains d'entre eux croient maintenant que le programme d'admission de l'œil divin existe pour cette raison précise. D'autres commencent à dire que Gray aurait dû être placé dans le cours de magie dès le début, au lieu d'être spécialement admis dans le cours d'escrime. Mais dans l'esprit de Gray, quelque chose ne va pas tout à fait. Tous les sortilèges qu'il avait appris au camp d'entraînement de l'escouade de soumission étaient exactement comme ça.
Et même au sein de son propre groupe, il n'était pas considéré comme particulièrement talentueux. Il demande au professeur s'il plaisante, car avec suffisamment de pratique, il pense que n'importe qui devrait être capable de faire quelque chose comme ça. Le professeur éclate immédiatement de rire. Gray est maintenant encore plus confus, surtout quand le professeur se met à rire encore plus fort. Puis, de nulle part, le professeur attrape Gray par les épaules, entre directement dans son espace personnel et lui dit de changer pour le cours de magie. Il propose même de se porter personnellement garant pour lui. Selon lui, Gray est bien plus doué en magie qu'en maniement de l'épée. Gray décline poliment l'offre. Il explique qu'on lui a toujours dit qu'il n'était pas très bon en magie. Le professeur le regarde comme si c'était la blague la plus hilarante qu'il ait jamais entendue. Il n'arrive pas à croire que Gray, quelqu'un qui comprend suffisamment la technique de compression d'éther pour produire de l'éther super compressé, pense vraiment qu'il n'a aucun talent en magie. Il appelle Gray un génie d'une génération, un prodige dont même cette académie serait fière. Il ajoute que quiconque a dit à Gray qu'il n'avait aucun talent magique ne savait clairement pas de quoi il parlait. Il demande alors à Gray une fois de plus s'il est vraiment sûr de ne pas vouloir passer au cours de magie. Ce professeur en particulier est connu pour distribuer rarement des compliments. Alors les autres étudiants sont tous complètement sidérés. Ils n'arrivent pas à croire qu'il loue quelqu'un à ce point. Le professeur continue de faire pression sur Gray, disant que si quelqu'un comme lui n'étudie pas la magie, ce serait une immense perte pour le monde entier, et il va même jusqu'à appeler cela un crime contre la magie elle-même. Gray laisse échapper un rire nerveux, mais ensuite, quelque chose se déclenche dans sa mémoire. Il se souvient soudainement où il a déjà entendu parler de la technique de compression d'éther. Dans sa vie antérieure, de retour au camp d'entraînement, quelqu'un lui avait un jour expliqué qu'autrefois, les gens ne savaient même pas qu'une force vitale appelée OD existait. À cause de cela, lancer de la vraie magie était incroyablement difficile. Ils devaient continuellement compresser l'éther dans leur corps et espérer qu'une petite partie se mélangerait accidentellement avec l'OD juste pour créer un sort utilisable. Une femme aux cheveux bleus layette et aux yeux dorés avait un jour qualifié tout ce processus de complètement ridicule. Maintenant, au présent, Gray demande au professeur s'il a déjà entendu parler de cette OD. Le professeur semble complètement confus par la question. Sa réaction le confirme immédiatement pour Gray. Ce monde ne connaît toujours pas l'existence de l'O.D. Gray réalise quelque chose de vraiment énorme. Il comprend que ce qu'il avait appris au sein de l'escadron de soumission était en fait une connaissance du futur, et il sait qu'il doit être incroyablement prudent quant à qui il révèle cette information. Le professeur ramène ensuite le sujet au point principal et demande à Gray une dernière fois s'il est prêt à être transféré au cours de magie. Gray s'incline correctement et s'excuse sincèrement. Il explique qu'il aime simplement les épées, et aussi reconnaissant qu'il soit pour l'offre généreuse du professeur, il doit la décliner. Le professeur accepte sa décision. Il dit à Gray que s'il change d'avis un jour, il est toujours le bienvenu pour venir le voir, n'importe quand. Gray le remercie sincèrement. Le professeur dit alors à Gray qu'il peut retourner à sa place. Il ajoute également qu'à partir de maintenant, il ne grondera plus Gray s'il a l'air de s'ennuyer pendant son cours ou même s'il part plus tôt s'il le souhaite. C'est parce qu'il sait maintenant que ce cours est bien trop élémentaire pour quelqu'un comme Gray. Les autres étudiants dans la pièce sont complètement impressionnés. Ils n'arrivent pas à croire que le professeur Carlos ait une si haute opinion de Gray. Pendant ce temps, Léonhardt observe chacun des mouvements de Gray. Il serre sa poitrine, et ses joues prennent une légère teinte rosée. Il regarde Gray avec une pure admiration dans les yeux. Il l'appelle même Lord Gray à voix basse. Gray sent un frisson soudain lui parcourir l'échine. Il trouve toute cette situation un peu effrayante. Plus tard dans la journée, Gray reçoit une mystérieuse lettre de la professeure Ariel. Elle lui demande de bien vouloir venir à son bureau après son dernier cours. Cette convocation soudaine le prend complètement au dépourvu. Il se demande si cela a quelque chose à voir avec le professeur Carlos. Il suppose qu'elle pourrait également prévoir de lui recommander de passer au cours de magie. Lorsqu'il arrive à son bureau, il se tient juste devant la porte. Mais avant même qu'il ne puisse frapper, la voix de la professeure Ariel l'appelle de l'intérieur, lui disant que la porte n'est pas verrouillée. Il entre, mais il est alors soudainement attaqué sur le côté. Il dégaine rapidement sa propre épée et parvient à bloquer l'attaque avec une facilité incroyable. La jeune fille qui vient de le frapper est complètement stupéfaite. Gray réalise qu'il a réagi uniquement par ses instincts de combat. Mais il veut toujours savoir pourquoi elle l'avait attaqué en premier lieu. Il regarde alors attentivement son visage et est complètement choqué. Elle lui semble incroyablement familière, comme quelqu'un qu'il a déjà vu. Une voix interrompt soudainement les pensées de Gray. Elle semble impressionnée par ce qu'elle vient de voir. Puis, notre garçon lève les yeux et voit que c'est la professeure Rousse. La femme est heureuse de confirmer que ses propres yeux avaient raison concernant le jeune talent qu'elle avait personnellement sélectionné, car au moins maintenant, il est tout à fait clair qu'elle n'a pas commis d'erreur.
Pendant qu'elle se vante de son élève admis sur dossier spécial, deux de ses collègues masculins qui sont également dans la pièce ont leurs propres réserves. Ils ne semblent pas beaucoup apprécier Gray. Ils suggèrent même que la fille aux cheveux verts, Bella, ne l'a pas attaquée avec une réelle intention de nuire. À ce titre, ils pensent que la professeure Ariel lui a peut-être même demandé d'être indulgente avec le nouveau. Ils doivent admettre que les mouvements de Bella étaient absolument parfaits. Mais, que son épée lui ait été arrachée des mains si facilement était tout simplement contre nature. Notre garçon les écoute réprimander la fille aux cheveux bleus et réalise soudain qu'il s'agit de la célèbre Bella Albright de sa vie antérieure. Elle était l'une des héroïnes légendaires de l'Académie de l'Union mondiale qui a combattu le redoutable liquidateur, et elle était considérée comme la plus grande sorcière du monde entier. Bien sûr, la professeure Ariel n'est pas du tout contente d'entendre ses collègues parler à Bella de cette manière, alors elle leur rétorque immédiatement. La femme aux cheveux roux suggère qu'ils devraient tous deux envisager de quitter leur poste de professeur puisqu'ils ne peuvent même pas dire si la fille retenait ses coups ou non. Elle tend ensuite la main comme si elle leur réclamait quelque chose. Alors, quand il voit sa réaction vive, il change immédiatement d'avis. Le premier homme laisse tomber une pile de pièces dans sa main et il déclare nerveusement qu'il ne faisait que plaisanter à propos de ce qu'ils avaient dit. Gray observe avec une confusion totale cet étrange échange se déroulant juste devant lui. Et puis, tout d'un coup, il comprend bien ce qui se passe réellement. Pourtant, il demande curieusement au professeur ce qu'ils font tous, et c'est alors qu'Ariel l'informe qu'ils étaient en fait tous en train de jouer. Apparemment, ils avaient parié sur la capacité de notre garçon à repousser l'attaque surprise de Bella. Comme on pouvait s'y attendre, la dame aux cheveux roux avait misé son argent sur notre héros. Et grâce à lui, elle vient de gagner une très bonne somme d'argent. Pour cette raison, elle décide qu'elle le laissera aussi profiter des fruits de la victoire. Alors, elle lui lance l'une des pièces directement, lui disant que c'est sa part. Au début, Gray ne sait pas ce qu'elle lui a lancé. Mais quand il réalise que c'est une véritable pièce d'or, ses yeux manquent de sortir de leur orbite. Une seule pièce d'or vaut une fortune absolue, il est donc assez sidéré par le geste. Les deux autres professeurs ne sont évidemment pas du tout contents du résultat du pari, mais ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'Ariel avait raison à propos de Gray depuis le début. C'est exactement comme l'avait dit la dame aux cheveux roux, car d'après l'échange précédent, il semblait vraiment qu'il n'avait délibérément pas utilisé son bras dominant. C'était presque comme s'il essayait de protéger son bras immobile, alors il se demande si sa faiblesse est due à une blessure. C'est ce que le premier homme a en tête, mais son collègue n'est même pas sûr de ce qu'il doit penser. Plutôt qu'une blessure physique apparente à ses muscles, le premier homme pense que la véritable raison est plus probablement une blessure bien plus profonde. En entendant cela, son collègue est d'accord avec lui, affirmant qu'une simple blessure ne provoquerait pas ce genre de comportement. Notre garçon écoute, complètement choqué, les hommes analysaient sa situation, et il n'en croit presque pas ses oreilles. Il est complètement sidéré qu'il puisse en déduire autant simplement en l'observant. Alors, il exprime sa surprise. Mais c'est alors que les hommes lui rappellent qu'il ne serait pas professeur dans cette prestigieuse académie s'il ne pouvait pas en déduire au moins autant. Certes, pour la plupart des gens, ce ne serait pas évident du tout, mais le professeur Ariel était déjà consciente de son état lors de son examen d'entrée. La dame rousse a déjà obtenu à peu près tout ce dont elle a besoin de ses collègues agaçants. Et puisqu'elle leur a maintenant fait comprendre qu'elle avait entièrement raison à propos de Gray, elle leur dit sans détour qu'il est temps pour eux de partir. Elle les voit clairement maintenant qu'ils s'intéressent soudainement beaucoup aux nouveaux venus. Alors, elle leur rappelle qu'il est son élève et elle leur fait parfaitement comprendre qu'elle ne le laissera pas partir. Cependant, les deux autres professeurs ne montrent pas trop ouvertement qu'ils veulent vraiment Gray de leur côté. Alors, ils insistent simplement qu'ils vont seulement admettre qu'il a beaucoup de potentiel pour l'instant. Cela dit, ils informent le héros qu'il ne satisfera pas aux normes d'admission strictes de l'académie si sa blessure ne guérit pas complètement à temps. Les deux hommes disent à Gray de garder cela à l'esprit avant de finalement quitter son bureau. Comme vous pouvez l'imaginer, notre jeune homme est un peu menacé par ce qu'ils lui ont dit. C'est parce qu'il ne sait même pas quand son bras blessé guérira enfin. Mais le professeur Ariel le remarque devenir anxieux à ce sujet, alors elle l'aide à se changer les idées. Maintenant que les nuisances sont parties, elle suggère qu'il devrait maintenant commencer à parler de magie, ce qui ne peut que signifier qu'elle a déjà entendu parler de son incroyable démonstration de pouvoir lors de son cours précédent. Notre héros s'assied, avec le professeur Ariel et Bella Albright, afin qu'ils puissent maintenant avoir leur conversation apparemment très importante. La rousse révèle qu'elle a déjà entendu parler de son utilisation de l'éther super comprimé lors du cours du professeur Carlos. Il n'est pas trop surpris qu'elle le sache déjà, mais c'est tout de même assez intriguant. En réponse, la professeure expérimentée révèle que le professeur Carlos était venu à son bureau plus tôt et avait même demandé qu'elle transfère Gray au cours de magie, sans même le consulter d'abord. Bien sûr, Ariel n'a pas fait ça, c'est pourquoi ils sont tous assis ici maintenant, ayant cette conversation.
Elle avait décliné la demande du professeur Carlos parce que, selon elle, Gray est bien plus apte à manier une épée qu'à la magie. Le héros est assez choqué quand elle lui dit cela. C'est parce qu'il peut littéralement utiliser une magie que personne dans ce monde ne sait encore comment utiliser. Mais pour une étrange raison, le professeur Ariel ne pense pas qu'il ait l'air très doué pour la compression magique. Pour elle, il ne montre même aucun signe de l'avoir déjà pratiqué. À ce stade, Gray réalise qu'il a affaire à une professeure qui est vraiment d'un autre niveau que tous les autres. Il s'avère que son fameux œil divin frappe encore, et elle a réussi à voir à travers la façade que même le professeur Carlos n'avait pas pu percer. Il lui suffit de le regarder, et elle peut immédiatement discerner la vérité. Il réalise donc qu'il vaudrait mieux ne pas lui mentir. Ceci dit, il prend calmement une gorgée de sa boisson et lui dit qu'elle a tout à fait raison. La femme rousse est heureuse de voir qu'il coopère avec elle, alors elle lui demande quel genre de stratagème il utilise pour tromper tout le monde. Elle sait pertinemment qu'il n'utilise aucune forme de magie de compression d'éther, elle l'exhorte donc à se confier à elle. Elle promet de ne divulguer ses secrets à personne, et elle lui offre même une belle récompense s'il lui révèle son secret. Elle est vraiment désespérée d'obtenir des réponses de sa part, mais ce n'est même pas pour elle-même. La vraie raison pour laquelle elle a besoin de savoir cela est à cause de Bella. Bien sûr, notre héros est complètement choqué qu'elle dise cela, car Bella est littéralement la même sorcière qui lui avait enseigné cette même magie dans sa vie antérieure. Il est tellement choqué par cela qu'il manque de l'appeler la sorcière, mais il parvient juste à éviter de justesse ce faux pas. Gray est vraiment stupéfait par cette nouvelle information. C'est parce qu'il sait à quel point Bella est vraiment douée. Le professeur Ariel comprend clairement sa confusion, alors elle décide de lui expliquer la situation. Apparemment, bien que la jeune fille soit un génie absolu en matière de théorie magique, elle est en fait loin d'être la meilleure quand il s'agit de manier la magie elle-même. Pour une étrange raison, la jeune fille n'arrive tout simplement pas à utiliser correctement la technique de compression d'éther. Et c'est exactement la même raison pour laquelle elle ne peut pas créer d'éther super comprimé. En entendant cette nouvelle information, Gray se souvient soudain de ce qu'il avait entendu dire un jour à propos de Bella Albright, qu'elle était une développeuse tardive. Elle a peut-être été la sorcière la plus puissante du monde dans sa vie antérieure, mais son passage ici à l'académie n'était pas vraiment si impressionnant. Après avoir entendu ce que le professeur vient de lui dire, il comprend enfin pourquoi il en était ainsi. Poursuivant, le professeur révèle ensuite quelque chose qu'elle avait elle-même remarqué. D'après ce qu'elle avait entendu du professeur Carlos, lorsque Gray avait utilisé l'éther super comprimé, il ne semblait même pas qu'il ait compressé l'éther du tout. Et donc, s'il existe réellement un moyen d'utiliser l'éther super comprimé sans avoir à compresser l'éther du tout, cela signifierait que Bella n'aura pas à être envoyée voir le professeur Bradley. Dès que Gray entend ce nom infâme, les rouages de son esprit se mettent immédiatement en marche. Il se souvient soudain de l'homme connu sous le nom de professeur Varian Bradley. Et à en juger par l'expression horrifiée sur son visage, il est assez clair que cet homme en particulier pourrait être un sérieux problème pour les étudiants de l'académie. Voyant l'expression terrifiée sur son visage, le professeur Ariel est très intrigué qu'il connaisse réellement cet homme. Il lui serait pratiquement impossible de ne pas le connaître, tant il est extrêmement tristement célèbre. Après tout, il a mené d'innombrables expériences horribles sur des humains et a assassiné de nombreuses personnes au cours du processus. En plus de tout cela, il a causé de nombreuses catastrophes liées à la magie qui ont entraîné la mort de dizaines de milliers d'innocents. Pour faire court, le professeur Varian Bradley est le pire criminel magique de l'histoire. Le fait qu'Ariel parle d'envoyer Bella à cet homme déconcerte pas mal notre jeune homme. C'est parce qu'il ne peut pas croire que cet homme maléfique n'ait pas encore été attrapé à cette époque. Malheureusement, c'est effectivement le cas. Et si Bella ne peut pas créer d'éther super compressé d'ici la fin de l'année, elle lui sera envoyée et devra subir son opération. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, Gray est absolument horrifié par cette terrible information. Alors, il informe immédiatement la professeure que c'est très probablement une très mauvaise idée. Il s'avère que la professeure Ariel sait même que ce n'est pas du tout sage. Même si l'opération est effectuée sous le prétexte d'améliorer ses capacités magiques, elle est pleinement consciente qu'il s'agit en fait d'une autre forme d'expérimentation humaine. La professeure Ariel connaît déjà toutes ces méthodes douteuses, mais aucune de ces horribles activités n'a encore été rendue publique. Mais là encore, la rumeur dit qu'il est la véritable raison pour laquelle certaines personnes sont mortes tandis que d'autres ont été laissées complètement brisées. C'est une situation dangereuse et effrayante pour la jeune fille aux cheveux bleus, mais elle n'a pas vraiment le choix. C'est parce qu'elle sera expulsée de l'académie d'ici la fin de l'année si elle ne parvient pas à utiliser l'éther super compressé. Bien sûr, la professeure Ariel n'apprécie pas du tout cette situation, et elle préférerait même que Bella quitte simplement l'académie,
plutôt que de laisser cet homme maléfique s'en prendre à son corps. Maintenant, notre garçon est vraiment tenté de leur dire la vérité. Cependant, la magie qu'il connaît provient d'un savoir qui n'existe même pas encore à cette époque. Ainsi, leur dire pourrait finir par changer complètement le cours de l'histoire. Mais là encore, voyant à quel point Bella est absolument terrifiée en ce moment, il se souvient soudain de ce qui s'était passé lors de la grande bataille contre le liquidateur. Il se souvient comment l'envahisseur extraterrestre les avait tous complètement maîtrisés et avait vaincu le dernier espoir de l'humanité avec une facilité incroyable. Avec ce terrible souvenir en tête, il décide immédiatement qu'il aidera la jeune fille aux cheveux bleus. C'est parce qu'en ce qui le concerne, cet enfer que les gens appellent le futur ferait bien mieux d'être changé. Gray prend sa décision sur le champ. Il promet de lui apprendre à utiliser l'éther super compressé. La scène change, et la prochaine chose que nous voyons est notre garçon déjà en train de s'entraîner avec Bella dans l'arène. Il conclut rapidement sa leçon avec elle, et il admet qu'il vient de lui transmettre tout le savoir qu'il possède sur la magie. Comme il l'avait convenu plus tôt, il leur rappelle de ne dire à personne qu'il lui avait enseigné cela. Bien sûr, Ariel a l'intention de tenir parole. Alors, elle crée même un contrat signé magiquement, qui stipule qu'ils mourraient littéralement tous s'ils venaient à rompre leur accord. Maintenant qu'ils ont réglé cela, il leur demande ce qu'ils pensent de ce qu'il vient d'enseigner à Bella. En réponse, la professeure Rousse révèle que le simple fait d'apprendre l'existence de l'O.D. lui avait complètement époustouflé. Cependant, elle dit que la connaissance de la magie qu'il vient de révéler dépasse même cela. Quant à Bella, elle trouve que sa conférence était brève, mais très bien organisée. Son enseignement était si bon, en fait, qu'elle avait eu l'impression d'assister à un cours de magie venant de centaines d'années dans le futur. En d'autres termes, la simple explication de Gray a maintenant fait avancer toute l'histoire de la magie d'au moins 100 ans. Bien sûr, notre garçon ne lui dit pas qu'il vient de remixer exactement la même conférence qu'elle lui avait donnée 10 ans plus tard. La dame Rousse admet alors qu'elle n'a même pas pu juger correctement la plupart de ce qu'il avait dit, donc elle n'est même pas vraiment sûre si ce que Gray leur a dit est vrai ou non. En réponse, Bella suggère qu'il y a de très bonnes chances que la théorie qu'il a présentée soit correcte. Après tout, rien de ce qu'il a dit dans sa conférence ne contredit les théories actuelles de la magie. Mais encore une fois, elle sait que le moyen le plus rapide de s'en assurer est de le tester. Alors, elle écrit un nouveau sort, puis elle le lui montre, sentant qu'il devrait fonctionner parfaitement si tout ce qu'il a dit est bien vrai. Elle procède ensuite à la démonstration de ce qu'elle croit maintenant être sa pleine et véritable force, selon sa théorie. Mais cette démonstration laisse notre garçon plutôt anxieux. C'est parce que la dernière fois qu'il avait vérifié, la pleine puissance de Bella était censée être capable de réduire en cendres une ville entière. De plus, elle était également réputée incapable de contrôler correctement sa production de magie incroyablement puissante. La jeune fille timide lève son bâton haut pour lancer le puissant nouveau sort en utilisant les enseignements avancés de Gray. Et avant même que quiconque puisse commencer à comprendre ce qui se passe, une explosion stupéfiante et terrifiante suit immédiatement. Notre garçon fait de son mieux pour l'empêcher d'utiliser son nouveau pouvoir, mais elle déchaîne tout de même l'explosion terrifiante de flammes pures et incandescentes en un clin d'œil. Tout le monde se met à l'abri pour se protéger de l'explosion imminente, mais Gray lève les yeux et découvre quelque chose d'incroyablement étrange. Il contemple la démonstration écrasante de puissance brute et voit toutes les flammes refluer soudainement vers son bâton. À ce moment-là, notre garçon réalise qu'elle vient de lui sauver la vie. Si elle n'avait pas réussi à reprendre le contrôle de son pouvoir incontrôlable en cette fraction de seconde, il n'aurait probablement été que de la poussière. Toutes les flammes de l'incendie dévastateur se retirent dans son bâton, et la jeune fille aux cheveux bleus exprime instantanément sa pure excitation. Elle est incroyablement fière d'avoir si bien maîtrisé son nouveau pouvoir. Une fois qu'elle se sent assez confiante, elle utilise les flammes restantes pour conjurer un dragon de feu massif et terrifiant. Pour la toute première fois depuis son entrée à l'académie, Bella Albright peut enfin simplement apprécier d'utiliser sa magie. Mais son plaisir nouvellement trouvé est de courte durée car elle tombe alors soudainement à court d'éther. Elle commence à se sentir incroyablement étourdie et elle s'effondre immédiatement au sol. Bella tombe face contre terre sur le sol dur, alors Gray se précipite pour vérifier son état. Il l'appelle, faisant de son mieux pour la réveiller, mais le professeur Ariel lui dit simplement de la laisser se reposer. Elle explique que la jeune sorcière s'est endormie parce qu'elle avait complètement épuisé son éther magique. En entendant cette explication, notre garçon est beaucoup plus détendu. Il sourit en regardant Bella endormie, assez fière de ce qu'elle vient d'accomplir. Son sort de dragon massif est toujours actif même après qu'elle se soit évanouie, alors la professeure prend quelques instants pour admirer son incroyable magie. Pour elle, c'était un spectacle vraiment merveilleux, et elle est extrêmement impressionnée que Bella ait réussi à assembler une magie d'une telle ampleur en si peu de temps. Mais à ce moment-là,
la jeune fille à moitié consciente marmonne quelque chose dans son sommeil. Elle dit que c'est la théorie de Gray qui est vraiment incroyable. Si seulement elle savait que c'était en fait sa propre théorie. Maintenant que Bella peut créer si facilement de l'éther super comprimé, elle n'a plus besoin de subir la dangereuse opération. Alors, Ariel a hâte de dire au professeur Bradley qu'ils n'auront plus besoin de ses services. La professeure Rousse est très heureuse que Bella n'ait plus besoin de subir cette opération risquée. Mais elle est encore plus reconnaissante que la jeune fille n'ait pas perdu son contrôle magique au cours du processus. Quand elle dit cela, notre garçon est assez intrigué par sa déclaration, alors il demande à la femme de quoi elle parle. À ce stade, Ariel lui explique que l'opération du professeur Bradley se fait au lourd détriment du contrôle magique, même si elle augmente considérablement la puissance magique d'une personne. Même si les détails précis du fonctionnement de l'opération sont un secret bien gardé, Ariel sait pertinemment que l'opération est conçue pour briser de force le limiteur interne d'une personne. Cette information est assez nouvelle pour notre garçon, mais elle prend aussi beaucoup de sens pour lui maintenant. C'est parce que, dans sa vie antérieure, il se souvient que Bella ne semblait pas pouvoir contrôler sa propre magie incroyablement puissante. Eh bien, grâce à l'intervention opportune de Gray, Bella n'a plus à traverser cette horrible expérience, puisqu'elle peut désormais créer de l'éther super comprimé toute seule. Puisqu'il a maintenant accompli sa part, Ariel déclare qu'elle va maintenant remplir sa propre part de leur contrat. Tout d'abord, elle lui dit qu'elle aimerait l'aider à soigner son bras blessé. Elle dit qu'elle a un type de magie très spécial qu'elle veut utiliser dessus. Bien sûr, notre garçon est complètement abasourdi d'entendre cela, mais il ne refuse pas son offre généreuse, alors il la laisse faire. La professeure libère une puissante décharge de sa propre magie directement dans sa main droite, et son énergie magique palpable remplit instantanément toute la pièce, laissant notre garçon complètement sans voix. Il la regarde avec une admiration absolue alors qu'elle tente de soigner sa main blessée. Et quand elle a fini son travail, elle lui demande ensuite comment il se sent. Le grand moment de vérité arrive enfin alors que Gray essaie lentement de bouger ses doigts. Effectivement, il est maintenant capable de contrôler complètement sa main, il est donc vraiment et totalement stupéfait par son pouvoir. Il remercie sincèrement la professeure pour ce qu'elle vient de faire pour lui. Il révèle que même une puissante et coûteuse potion de guérison magique n'avait pas réussi à le soigner. À cette déclaration, la dame se moque et lui dit de ne jamais comparer sa magie réparatrice des nerfs à ses potions magiques ordinaires. Elle a absolument confiance en ses propres compétences magiques, mais elle est aussi très curieuse de savoir si sa main bouge maintenant de la même manière qu'avant. Elle lui dit alors d'essayer de manier une épée. Notre garçon est plus qu'heureux d'essayer cela. C'est parce que cela fait des lustres qu'il n'a pas pu tenir correctement une épée avec son bras dominant. Il fait un premier mouvement d'essai et est un peu surpris du résultat, alors il essaie quelques coups supplémentaires après cela, et il reste encore complètement sans voix. À ce stade, il informe finalement la professeure que sa main ne bouge pas aussi bien qu'avant sa blessure. Il explique tout cela à Ariel, mais elle n'est pas du tout surprise par cette nouvelle. Elle se doutait en fait que, même si elle avait pu réparer ses nerfs physiques, elle savait aussi que sa magie ne pouvait pas guérir les blessures profondes qui étaient dans son âme. Gray est un peu décontenancée quand elle commence à parler de son âme, alors elle lui assure rapidement qu'il l'avait bien entendu. Elle explique que le niveau actuel des connaissances magiques n'a pas encore prouvé l'existence de l'âme, mais elle croit personnellement qu'elle existe bel et bien. Après tout, elle peut clairement la voir avec son œil divin. Et même maintenant, d'après ce qu'elle peut voir, l'âme de Gray est encore en train de guérir lentement. Elle l'assure ensuite qu'elle guérira naturellement d'elle-même, tant qu'il ne se surmène pas. Il n'est pas exactement sûr de la manière d'y parvenir, alors il demande à la professeure si cela signifie qu'il devrait maintenant s'abstenir de s'exercer avec des épées pendant un certain temps. Heureusement, elle lui dit que ce n'est pas du tout le cas. Ariel l'assure qu'il peut parfaitement continuer à s'exercer comme il le ferait normalement. Mais pour le moment, elle est encore plus préoccupée par le fait d'essayer de découvrir quel genre d'escrime pourrait à ce point nuire à l'âme d'une personne. En entendant cette question, le héros rit nerveusement. Il espère qu'elle ne va pas commencer à lui poser trop de questions. Apparemment, Ariel connaît déjà quelqu'un d'autre qui utilise un style d'escrime qui utilise l'âme pour manier son épée. Mais Gray n'a aucune idée de qui elle pourrait bien parler. Alors, elle révèle que la personne à laquelle elle fait référence est Amy White. Elle pense alors que notre garçon pourrait connaître Amy, mais il est juste complètement sidéré par sa question. Il ne comprend pas pourquoi elle lui parle de la célèbre sainte de l'épée. Dans la chronologie actuelle, il ne devrait même pas encore connaître Amy du tout. La professeure remarque l'expression évidente de confusion sur son visage, alors elle réalise qu'elle pourrait s'être trompée dans son hypothèse initiale. Son hypothèse était en effet fausse, mais pour sa défense, elle explique que la façon dont Gray manie sa propre épée lui avait donné la forte impression qu'il avait appris son style de combat d'Amy. Mais à la réflexion,
Elle admet que son style est légèrement différent du sien. Ainsi, elle pense maintenant que la personne sous laquelle il s'était réellement entraîné pourrait être un peu plus douée qu'Amy ne l'est actuellement. Cependant, elle est toujours complètement confiante que la jeune fille sera aussi douée que le propre maître de Gray dans quelques années seulement. Après avoir écouté toutes les multiples théories de la professeure à son sujet, notre garçon est juste complètement stupéfait qu'elle ait réussi à anticiper autant de choses en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, il lui révèle finalement qu'il avait appris son propre style d'escrime personnel dans un dojo de sa ville natale. Pourtant, il sait qu'il doit maintenant changer de sujet de conversation, car s'il la laisse continuer, il pourrait finir par tout révéler. Avec cette pensée en tête, il lui demande s'il est même possible qu'une âme humaine soit endommagée simplement à cause de son propre style d'escrime. En réponse, la professeure lui explique qu'une escrime ordinaire ne peut tout simplement pas faire cela. Pour commencer, elle ne croit absolument pas que quelque chose d'ordinaire puisse jamais vaincre un puissant général ogre d'un seul coup, sans parler d'abattre tous les ogres environnants. Apparemment, la professeure Ariel était déjà au courant de son incroyable exploit, et cela explique maintenant beaucoup de choses à Gray. Elle avait réussi d'une manière ou d'une autre à découvrir tout son passé. Et ainsi, elle sait maintenant qu'elle a déjà gagné le pari qu'elle avait fait avec ses collègues plus tôt. Elle lui révèle alors qu'on lui avait montré certains des restes physiques qui avaient été laissés sur les lieux de la bataille. Elle avait trouvé le site absolument magnifique car elle savait que même la magie de Fante la plus sophistiquée et puissante n'aurait pas pu causer ce genre de dégâts. Ceci dit, la professeure Ariel révèle maintenant qu'elle sait tout de la magie mystérieuse et puissante qui réside profondément en lui. Elle lui demande ensuite s'il l'avait utilisée lors de cette bataille particulière. Le secret est maintenant éventé à ce stade, mais Gray est toujours curieux de savoir si elle peut réellement voir ce pouvoir mystérieux avec son œil célèbre, et elle confirme alors que c'est vrai. Elle lui révèle même qu'elle peut actuellement voir ce pouvoir mystérieux s'échapper à travers la sinistre porte enchaînée en lui. Cette réponse envoie des frissons dans le dos de Gray tandis que le souvenir vif de cette porte étrange et terrifiante traverse son esprit. Il sait que ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement deviner. Alors maintenant, il est absolument certain que la Dame Rousse peut effectivement le voir. Ce n'est pas nouveau pour elle, cependant, car elle a déjà vu un pouvoir très similaire à celui-ci auparavant, mais ce n'est pas exactement le même que le sien, même s'il dégage une atmosphère très similaire. Notre garçon est très décontenancé par cette nouvelle information surprenante. C'est parce qu'il ne pensait absolument pas qu'il y avait d'autres personnes dans le monde qui avaient un pouvoir si similaire au sien. À ce stade, la professeure Ariel lui révèle qu'ils existent bel et bien, mais elle doit aussi admettre qu'elle n'est pas du tout sûre qu'ils soient réellement humains. D'après ce qu'elle a entendu, ceux dont elle parle maintenant sont connus sous le nom de liquidateurs. Et au moment même où elle révèle cela, les yeux de notre héros s'écarquillent d'horreur absolue. C'est parce qu'il n'a absolument aucune idée pourquoi ce nom particulier est mentionné à cette période actuelle. Les yeux de la professeure Ariel se plissent, reconnaissant qu'il a entendu parler du liquidateur. Elle admet qu'elle ne pensait pas que le nom était largement connu. Elle estime qu'avec la connaissance de Gray de la théorie de la magie future, sa conscience de la menace n'est pas surprenante. Cela ne fait que confirmer que sa connaissance vient véritablement du futur. Il fait remarquer que, heureusement, personne d'autre n'a encore compris cela. La professeure Ariel regarde Gray attentivement et lui demande ce qu'il sait du liquidateur. Gray l'informe qu'il sait seulement que c'est une menace extrêmement dangereuse pour toute l'humanité. Il croit qu'il faut absolument l'arrêter avant qu'il n'apparaisse, et si cela est impossible, il doit être détruit quel qu'en soit le coût. La professeure Ariel reconnaît que son point de vue est un peu extrême, mais convient que le liquidateur est très dangereux. Elle révèle ensuite que malgré cela, le professeur Varian Bradley semble absolument déterminé à poursuivre ses expériences interdites. Gray est troublé par le nom de Varian et demande quel est son lien avec tout cela. Le professeur Ariel suggère d'un ton sombre que le lien devrait être évident. Elle révèle alors une vérité choquante. Le liquidateur est l'être même qu'il s'efforce tant d'invoquer. Gray est complètement choqué par cette révélation. Il trébuche en arrière, ne pouvant qu'émettre un son d'incrédulité. Il ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre, car personne n'en avait jamais parlé auparavant. Une nouvelle pensée traverse son esprit. Le liquidateur était-il créé par l'homme? Cela soulève de nouvelles questions sur l'académie de sa dernière chronologie et sur la façon dont il semblait toujours savoir exactement où le liquidateur apparaîtrait. Ses yeux s'écarquillent avec une terrible réalisation. Il se demande si l'académie était impliquée dans leur invocation depuis le début. Regardant le professeur Ariel avec une détermination renouvelée, il lui dit que l'expérience dangereuse du professeur doit être arrêtée immédiatement. Le professeur Ariel est d'accord avec lui mais l'informe que, malheureusement, celui qui mène cette expérience très dangereuse est un de ses collègues professeurs. Elle déclare qu'elle n'a tout simplement pas l'autorité nécessaire pour faire cesser son expérience illégale. Elle dit qu'elle avait déjà insisté auprès des supérieurs de l'académie pour qu'ils l'annulent,
mais qu'il n'avait pas écouté ses supplications. Gray lui demande immédiatement qui sont ses supérieurs. Elle lui dit qu'elle est désolée, mais qu'elle n'a pas non plus l'autorité de lui dire cela. Elle explique que, en fin de compte, à moins que de nouveaux ordres ne viennent directement d'en haut, personne ne peut forcer l'arrêt de l'expérience. Gray réalise maintenant que la direction de l'académie est bien plus complexe et corrompue qu'il ne l'avait imaginé. Il est très déçu qu'elle n'ait même pas pu lui donner un seul nom. Il estime que si Varian est un criminel connu, cela devrait au moins changer certaines choses. Il sait pertinemment que dans le monde précédent, les expériences illégales de Varian avaient causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Il connaît même l'emplacement exact où Varian a mené ces terribles expériences. Gray informe le professeur Ariel qu'il connaît l'endroit où il mène ses expériences illégales. Il déclare que s'ils parviennent à le prendre en flagrant délit, cela devrait enfin suffire à l'arrêter définitivement. Le professeur Ariel a juste l'air abattu. Elle lui dit qu'elle est désolée, mais que ce plan-là ne fonctionnera pas non plus. Gray lui demande immédiatement pourquoi pas. Elle explique que le simple fait de pénétrer dans les installations de recherche d'un autre professeur de l'académie sans autorisation officielle constitue un crime très grave en soi. Elle le prévient que s'ils ne parviennent pas à produire de preuves concrètes de ces crimes, ce sont eux qui finiront enfermés à la place. Elle demande s'il aurait des preuves solides des crimes du professeur sur lui en ce moment. Il doit admettre qu'il ne le fait pas, alors elle lui dit que ce plan devra être mis de côté pour le moment. Gray est très déçu d'apprendre cela. Il pense que même si elle sait exactement à quel point c'est dangereux, elle a les mains complètement liées. Gray dit ensuite à voix haute qu'il comprend la situation. Le professeur Ariel change alors de sujet, déclarant qu'il est plus important pour eux, à ce moment précis, de discuter du propre pouvoir mystérieux et incroyable de Gray. Elle lui demande ensuite s'il voudrait apprendre à bien le maîtriser. Gray lève les yeux vers elle, complètement surpris par sa question. Il lui demande si elle peut vraiment faire ça pour lui. Elle explique qu'il y a un autre professeur à l'académie qui est très doué pour gérer toutes sortes de forces inconnues et mystérieuses. Elle lui dit que le nom de l'homme est Edcott Longfellow. Le nom Edcott Longfellow attire immédiatement toute l'attention de Gray. Complètement sous le choc, il demande si c'est le même Edcott Longfellow qui avait formé la célèbre sainte de l'épée elle-même. Seeing his powerful reaction, Professor Ariel states that she had a feeling this would catch his interest. Elle lui propose de commencer une formation privée et individuelle avec lui, dès le lendemain. Gray est fou de joie d'entendre cela. Il lui dit de bien vouloir le faire, car maîtriser son nouveau pouvoir mystérieux est la raison même de sa venue à l'académie. Il se dit qu'il ne s'attendait pas à trouver une piste là-dessus si incroyablement vite. Le lendemain, Gray est sur un terrain d'entraînement avec un homme plus âgé qui a de longs cheveux blancs. Il a du mal à croire qu'il reçoit des leçons particulières de Edcott Longfellow lui-même. Le professeur âgé court à un rythme incroyable, et Gray fait de son mieux pour le suivre. Gray ne tarde pas à se demander pourquoi diable il court comme ça. Edcott lui hurle immédiatement dessus, disant que son esprit divague et qu'il le sent. Il lui enjoint d'accélérer s'il a le loisir de laisser son esprit vagabonder. Le vieil homme lui crie de courir jusqu'à ce que son corps atteigne sa limite absolue. Il crie que ce n'est qu'une fois qu'il aura épuisé jusqu'à la dernière goutte de sa force physique que le pouvoir de son âme s'éveillera enfin. Edcott explique alors que tant qu'il lui restera le moindre brin d'endurance, ils ne toucheront pas même une épée. Gray grince des dents et accepte l'étrange ordre. Il se dit que si c'est vraiment l'entraînement de Edcott, ça doit avoir un but précis. En même temps, il est bien conscient que pendant qu'il court ici, Varian mène actuellement ses expériences maléfiques pour tenter d'invoquer l'arbitre. Gray se demande s'il devrait vraiment faire ça en ce moment. Après une semaine complète de ce nouvel entraînement étrange, Gray a une autre réunion de mise à jour avec le professeur Ariel. Elle lui demande comment se passe son entraînement avec Edkit. Il lui répond qu'honnêtement, c'est encore principalement de la course, et qu'ils ne font qu'un petit peu d'exercice d'épée à la toute fin de leur session. Il admet cependant qu'il sent qu'il devient plus fort grâce à cela. Ariel écoute tout cela et dit simplement que ça lui ressemble exactement. À ce moment, un autre homme entre dans son bureau et informe le professeur Ariel qu'une lettre vient d'arriver pour elle. Elle le remercie pour la livraison. Elle se met à lire la lettre, et son expression s'assombrit immédiatement. Gray lui demande ce qui ne va pas. Elle tend la mystérieuse lettre à Gray, lui disant qu'elle vient de Varian Bradley. Gray a l'air complètement choqué en lisant la lettre lui-même. La lettre indique que Varian a reçu le rapport officiel selon lequel Bella Albright a réussi à produire son propre éther super comprimé, mais qu'après un examen plus approfondi, il a conclu qu'il n'était pas réellement comprimé. La lettre se termine en déclarant formellement que leur contrat reste valide et que son opération se déroulera désormais comme prévu initialement. Gray jette la lettre sur la table et déclare avec colère que c'est de la folie pure.
Ariel commente qu'il semble que le professeur Bradley soit toujours bien déterminé à forcer Bella à subir sa chirurgie incroyablement dangereuse, même si elle n'en a plus besoin. Gray demande si Bella peut simplement refuser l'opération. Le professeur Ariel l'informe d'un ton sombre que leur contrat est totalement blindé, et que les deux seuls vrais choix de Bella sont soit l'expulsion de l'académie, soit de subir la dangereuse opération. Gray s'exclame avec colère que cela ne peut pas arriver. Le professeur Ariel frappe alors son propre poing sur la table. Elle se tourne vers Gray et le regarde droit dans les yeux. Elle lui dit qu'elle a maintenant besoin de son aide. Elle lui demande de lui dire exactement où se trouve le laboratoire de Bradley. Elle dit que s'ils parviennent à le démasquer comme le criminel qu'il est, leur contrat sera enfin considéré comme nul et non avenu. Gray est choqué un bref instant, puis il sourit. Il la regarde et lui rappelle qu'elle lui avait dit récemment que faire une telle chose serait incroyablement dangereux sans aucune preuve. Le professeur Ariel le regarde avec une nouvelle détermination d'acier dans les yeux. Elle lui dit qu'ils trouveront les preuves dont ils ont besoin. La professeure Ariel sourit alors et rit en elle-même, secouant la tête. Elle dit qu'elle avait peut-être déjà la preuve dont ils avaient besoin depuis le début. Son propre œil mystérieux lui a dit qu'il lui avait dit la vérité depuis le début, mais il lui a fallu tout ce temps pour enfin se l'avouer à elle-même. Elle regarde de nouveau Gray, son œil brillant maintenant d'une étrange lumière éthérée. Avec une nouvelle détermination, elle déclare qu'il devrait lui montrer le chemin. Les poings serrés, Ariel fait une déclaration finale et solennelle. Elle lui dit qu'ensemble, ils mettront enfin en lumière tous ces crimes odieux. Gray révèle à la professeure Ariel que le laboratoire est situé dans les montagnes, près du village de Tarul. La mention du mont Tarul est familière à la professeure Ariel, car elle se souvient que Varian y possédait un laboratoire autorisé par l'Académie. Gray demande alors, stupéfait, comment Varian pourrait mener des expériences illégales dans un laboratoire autorisé. La professeure Ariel le regarde avec une expression impassible. Elle demande rhétoriquement où il y aurait un meilleur endroit pour mener des expériences illégales, si ce n'est là. Elle poursuit, expliquant que personne ne sourcillerait si Varian y restait longtemps. De plus, aucun autre professeur de l'Académie n'oserait jamais s'immiscer dans le laboratoire d'un autre. Elle pousse un profond soupir, mais elle considère ensuite que tant qu'ils pourront mettre la main sur des preuves solides de ces crimes, ils ne seront pas accusés d'être entrés illégalement dans son laboratoire. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte du bureau. La professeure Ariel appelle et Bella Albright entre timidement dans la pièce. Bella s'approche de la professeure Ariel, tenant la lettre que Bradley avait envoyée. Elle dit à la professeure qu'elle l'a reçue. La professeure Ariel sourit simplement doucement et dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter et qu'elle s'occupera de tout. Bella regarde alors Gray et Ariel et demande à la professeure si elle compte affronter Varian toute seule pour elle. La professeure Ariel lui dit simplement qu'elle seule suffit. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Gray intervient et déclare fermement qu'il y va aussi. Sur le côté, Bella prend la parole avec une nouvelle détermination, déclarant qu'elle ira aussi puisque c'est son propre problème. L'expression de la professeure Ariel s'assombrit alors qu'elle pousse un profond soupir. Elle dit à ses deux étudiants d'attendre 1 minute. Elle leur rappelle qu'il est toujours un professeur de l'Académie et un fou qui a mené à plusieurs reprises des expériences humaines dangereuses par le passé. Elle dit avec inquiétude que si Bradley attrape l'un d'eux, on ne sait pas ce qu'il fera. Elle leur dit qu'elle ne peut absolument pas les laisser aller dans un endroit aussi dangereux. Gray l'interrompt, lui rappelant que c'est une raison de plus pour qu'elle n'y aille pas seule. Il déclare que s'il utilise le même pouvoir mystérieux qu'il avait utilisé pour vaincre le général Ogre, il devrait pouvoir lui être d'une certaine aide. Il ajoute que si la professeure disparaît, en tant qu'étudiant admis en section divine, il sera également renvoyé. Il la supplie alors de les laisser au moins décider de leur propre destin. La professeure Ariel regarde ses deux élèves déterminés et soupire de résignation. Elle dit que ça sonne comme s'il viendrait même si elle leur disait de ne pas le faire. Elle finit par accepter, leur disant qu'elle les laissera venir, mais à une seule condition. La professeure Ariel regarde les deux élèves avec une expression ferme. Elle leur ordonne que quoi qu'il arrive, ils doivent d'abord privilégier leur propre sécurité. Elle demande s'ils comprennent tous les deux, et ils répondent tous deux par l'affirmative. Plus tard ce soir-là, les trois se tiennent devant l'imposante structure au clair de lune. Bella demande à la professeure Ariel si Bradley fait vraiment ses expériences illégales ici. Ariel répond que si Gray le dit, alors elle lui fait confiance. Bella admet qu'il pourrait avoir des ennuis, ce à quoi Ariel fait remarquer que Bradley est à la conférence de la Société Magique en ce moment, donc il ne sera pas là. Ariel note qu'il y a de fortes chances que l'entrée soit piégée, ils devront donc s'introduire par le mur latéral. Bella demande si c'est vraiment acceptable. Ariel répond que s'introduire dans un laboratoire autorisé par l'Académie est déjà un crime, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Ariel dit en plaisantant à Bella de ne pas hésiter à revenir si elle change d'avis,
ce à quoi Bella répond immédiatement par une ferme déclaration qu'elle y va. Bella regarde ensuite la professeure Ariel et lui demande si elle est sûre de cela, expliquant qu'Ariel est une professeure et fait tout cela pour quelqu'un comme elle. Soudain, Gray lui dit qu'elle se trompe. Il explique qu'arrêter les expériences de variants est pour le bien du monde entier, et s'il ne l'arrête pas, d'innombrables personnes mourront. Ariel les regarde tous les deux et déclare qu'il devrait y aller. D'un éclat de sa magie, Ariel fait un énorme trou dans le côté du bâtiment, ce qui impressionne Bella. Gray pense en lui-même que la démonstration est excessive. Une explosion massive de lumière éclate alors qu'ils entrent dans le laboratoire. À l'intérieur, ils trouvent de nombreuses personnes captives. Il y a des corps partout. Ariel est la première à parler, déclarant qu'il semble qu'il n'y aura finalement pas besoin pour eux de chercher des preuves. Le nombre impressionnant de corps et d'équipements expérimentaux est stupéfiant. Ariel, avec une expression sombre, déclare qu'un seul coup d'œil lui suffit pour voir 14 sorts interdits différents, tous étant des délits criminels. C'est sans même mentionner l'expérimentation humaine non autorisée, une infraction tout aussi grave. Au centre de l'immense pièce, il remarque une étrange structure ressemblant à un hôtel. Bella demande ce qu'ils doivent faire maintenant, leur plan ayant été de simplement partir avec les preuves. Elle demande maintenant s'ils doivent aussi secourir toutes les personnes piégées, juste au moment où Gray leur conseille de ne pas rester longtemps car Bradley pourrait revenir. Une voix grave et menaçante emplit la pièce, demandant d'un ton moqueur s'il la plaît. Des ombres émergent, le professeur variant Bradley en personne, l'air profondément mécontent. Le professeur Ariel demande nonchalamment ce qu'il est advenu de la conférence à laquelle il était censé assister. Bradley explique avec un sourire malicieux qu'il avait arrangé qu'un double y aille à sa place, car il a une expérience importante à faire ici. Le professeur Ariel répète la phrase « une expérience importante », perplexe. Il explique avec un sourire écœurant qu'il a réussi à obtenir de nouveaux matériaux pour son expérience. Le professeur variant Bradley regarde directement les corps sans vie, disant qu'il allait les utiliser tant qu'ils étaient encore frais. Mais il s'arrête un instant et dit que ses plans ont maintenant changé. En entendant cela, tout le monde est choqué. Variant poursuit, disant qu'il voulait de toute façon des matériaux avec un potentiel magique supérieur à celui de la personne moyenne. Il dit qu'il ne sait pas comment ils ont eu vent de ces expériences, mais il est sûr qu'ils n'ont dit à personne qu'ils venaient. Son sourire s'élargit en un ricanement sinistre alors qu'il dit que s'ils disparaissaient tous soudainement, personne ne le soupçonnerait de quoi que ce soit.